Allen est un joueur de jeux vidéo hardcore de 30 ans qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des semaines à ce stade, mais qui pourrait le blâmer? Il vient de terminer un run sans coup sur Sekiro et Dark Souls en même temps. Cependant, maintenant qu'il a fini avec ça, il a besoin d'un nouveau jeu auquel jouer pour ne pas s'ennuyer. GTA 6 n'est toujours pas sorti, alors il commence à chercher en ligne un autre jeu auquel jouer en attendant, et c'est alors qu'il tombe sur un jeu qui n'a jamais de fin. Normalement, on s'inquiéterait du fait qu'un jeu s'est chargé sur son ordinateur sans permission, mais il est trop captivé pour reculer maintenant, alors il commence à parcourir la roue des paramètres pour régler la difficulté. Il veut que son expérience de jeu soit aussi traumatisante que possible, alors il pousse la difficulté jusqu'au mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée juste pour la rendre encore plus imprévisible. Il accepte ensuite toutes les conditions générales sans sourciller, mais il s'avère qu'il y avait une clause concernant le transport d'Allen dans un autre monde, donc la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est un nouveau-né à la campagne. Une année passe ainsi, et être un bébé n'est pas aussi mauvais qu'Allen ne le pensait. Il n'a pas à travailler ni à payer de factures, et il a de bons parents aimants qui s'occupent de lui. Son père s'appelle Roden, et sa mère s'appelle Theresia, et ils semblent être un couple adorable, mais étant donné qu'Allen a réglé le jeu en mode enfer, ils vont probablement subir le traitement de la famille Wayne tôt ou tard. Après qu'Allen a été couché pour la nuit, il lève les bras et sait toutes les phrases clés qu'il connaît dans une tentative d'ouvrir un écran de statut, car même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de comment fonctionne l'invocation. Il décide d'essayer une dernière fois avant de s'endormir, et cette fois, quelque chose apparaît vraiment, mais cela effraie tellement Allen qu'il crie, et ses parents accourent pour vérifier ce qui se passe dès qu'ils l'entendent, alors il est obligé de cacher le livre pour l'instant. Après s'être assuré qu'Allen va bien, ses parents quittent sa chambre, et dès qu'ils sont partis, il ressort son livre. Il est tellement soulagé de pouvoir enfin voir ses stats après une année entière d'essais, et elles sont à peu près ce que l'on attendrait d'un invocateur d'un an. Ses compétences d'invocation sont toutes de bas niveau, mais le livre dit qu'elles monteront de niveau plus il les utilise, alors Allen décide d'essayer tout de suite. D'après ce qu'il peut comprendre, il n'est autorisé à invoquer que des insectes et des bêtes de rang H à son niveau actuel, mais cela semble ridiculement faible, alors il ne s'attend pas à grand-chose. Juste à ce moment, le livre se tourne vers la section des messages, et Allen découvre qu'il a reçu une lettre du dieu de la création de ce monde. Le dieu s'excuse essentiellement pour le retard dans la création du livre de statut d'Allen, mais comme la classe d'invocateur était encore en développement, il lui a fallu une année entière pour trier toute la paperasse nécessaire. Allen ne se soucie pas vraiment des excuses, mais si l'équipe de développement divine a dû se dépêcher pour finir la classe d'invocateur, alors il doit y avoir des bugs qu'il peut exploiter, alors il est impatient de les tester. Il veut d'abord invoquer un insecte, mais il se rend vite compte qu'il ne sait pas vraiment comment activer sa capacité d'invocation. Normalement, il consulterait le subreddit ou regarderait un tutoriel pour ce genre de problème, mais il n'a pas d'internet ici, alors il va devoir comprendre par lui-même. Il réfléchit pendant quelques minutes et finit par réaliser qu'il doit d'abord créer une carte de compétences d'insectes, alors il essaie, et cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il peut enfin invoquer son insecte, mais avant qu'il ne puisse le faire, sa mère vient vérifier à nouveau, alors Allen est forcé de faire semblant de dormir. Le lendemain matin, une fois que ses parents sont occupés par leurs tâches quotidiennes, Allen ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce se remplit de tonnes de lumière vive, et au début Allen est fasciné par sa beauté, mais ensuite une sauterelle géante lui vole au visage, et il panique. Il finit par réaliser que c'est la sauterelle qu'il a invoquée, alors il essaie de lui donner des instructions, mais il s'avère que même si c'est une invocation, elle n'a que l'intelligence d'une sauterelle, alors elle ne comprend pas un mot de ce qu'il dit. Du bon côté, Allen découvre qu'invoquer la sauterelle a augmenté ses stats d'agilité et d'endurance, et il en est vraiment heureux, mais toutes ces célébrations attirent l'attention de sa mère, et une fois qu'elle trouve la sauterelle géante par terre, elle l'écrase immédiatement. Au cours des jours suivants, Allen bricole avec la capacité d'invocation d'insectes, mais il en a marre maintenant, alors il décide d'essayer ensuite l'invocation de bêtes. Il invoque une souris, et une fois de plus, le livre l'envoie voler droit sur son visage, mais Allen s'y attendait cette fois, alors il n'est pas aussi surpris. La souris vient avec ses propres buffs, mais elle est encore assez stupide, alors Allen ne peut pas vraiment lui parler. Cela dit, l'une de ses capacités s'appelle Scurry, et chaque fois qu'Allen dit à la souris de l'utiliser, elle le fait sans faute. Cela dit, la capacité de cette souris est carrément inutile, alors Allen pense qu'il devra monter le niveau de ses capacités pour invoquer des créatures plus puissantes. Son grimoire dit qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation à la fois, et heureusement, les buffs de chaque invocation s'additionnent également, donc s'il cumule 10 cartes d'invocation de souris, son attaque et ses PV augmentent de 10. Cela le rend déjà plus fort que n'importe quel bébé ordinaire, mais il va devoir monter le niveau de ses compétences s'il veut devenir vraiment surpuissant. Normalement, cela ne serait pas difficile à faire, mais rappelez-vous qu'Allen a sélectionné le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté serait amusante? Eh bien, monter de niveau nécessite maintenant 100 fois l'expérience normale,
alors il va être coincé à Farmer pendant longtemps. Juste à ce moment, Roden revient d'une longue journée de chasse, et il est complètement couvert de sang, mais c'est bon parce que ce n'est pas son sang. Il explique qu'il vient de chasser un grand sanglier avec les autres hommes du village, et Allen semble vraiment intéressé, alors Roden lui demande s'il aimerait venir le voir. Allen accepte avec excitation, alors Roden le hisse sur ses épaules et commence à l'emmener vers le site de la mise à mort. C'est la première fois qu'Allen voit vraiment le monde extérieur, alors il profite de toutes les nouvelles vues, mais cela a pris beaucoup plus de temps pour arriver au sanglier qu'il ne le pensait, alors il a fini par s'endormir dans les bras de Roden. Une fois arrivé sur le site, Roden réveille Allen pour lui montrer le sanglier, et Allen est stupéfait parce que cette chose est absolument massive. Et je ne suis même pas sûr de comment Roden a réussi à la battre en premier lieu. Quelques instants plus tard, les villageois à proximité remarquent que Roden est revenu, alors ils commencent tous à l'acclamer parce qu'il est le MVP du jour. Allen demande si un grand sanglier est vraiment si fort, alors Gerta explique que c'est un monstre de rancée et qu'il faut généralement au moins 20 hommes pour en abattre un, alors ils sont plutôt coriaces. Cette info est vraiment utile pour Allen car elle lui donne une référence solide sur l'écart de force entre les rangs, mais avant même qu'il puisse penser à invoquer un monstre de haut rang, Allen va devoir commencer à farmer de l'XP pour monter de niveau. 10 mois de farming intensif plus tard, Allen est enfin monté au niveau 2 en tant qu'invocateur, et cette augmentation vient avec de grands avantages, comme un boost général de ses stats, ainsi que la capacité d'invoquer des créatures de rangée et de les fusionner, mais cela nécessite beaucoup de MP. Alors Allen mange précipitamment son dîner pour récupérer un peu de mana et retourne dans sa chambre pour essayer. Malheureusement, lorsqu'il ouvre son grimoire, celui-ci lui dit qu'il n'a toujours pas assez de mana pour fusionner des invocations parce que son MP maximum est trop bas, alors il semble qu'il va devoir farmer encore plus avant de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Lorsqu'Allen a 3 ans, il a enfin augmenté ses stats de MP suffisamment pour utiliser sa compétence de niveau 2, et avec la fonction de fusion, il est capable de créer un oiseau de rangée, qu'il nomme Chappie. La compétence principale de Chappie est l'imitation vocale, et il peut essentiellement copier n'importe quelle voix parfaitement, ce qui le rend parfait pour distraire les ennemis. Allen a également pu invoquer une grenouille et une taupe, et la seule capacité de la grenouille est de sauter de haut en bas tout en clignotant comme distraction, mais la taupe est beaucoup plus active et peut creuser un trou géant en quelques secondes. Les compétences des monstres de rangée sont beaucoup plus utiles que celles des rangs H. Alors Allen commence enfin à apprécier l'expérience de jeu dans ce monde, mais il va encore falloir longtemps avant qu'il ne soit assez fort pour vraiment combattre quoi que ce soit. Et en parlant de combat, la fille de Gerta, Karina, vient chercher Allen parce qu'elle veut jouer avec lui. L'idée de jouer de Karina est de le défier en duel, et normalement ce ne serait pas un problème, mais elle est bien trop forte pour qu'Allen puisse suivre. Il a même tout donné avec ses buffs d'invocation juste pour se donner une chance, mais il n'est toujours pas de taille à la battre. À la fin de la journée, Allen et Karina rentrent à la maison, et apparemment, pendant qu'Allen farmait son XP cette année dernière, Roden et Theresia étaient occupés, parce qu'elle est à nouveau enceinte. Comme sa mère ne peut plus faire beaucoup de travail physique, Allen se porte volontaire pour aider avec la récolte pour faciliter les choses à Roden. Il est sûr de pouvoir le faire parce qu'avec tous ses buffs, il a à peu près la force et l'endurance d'un adulte maintenant, mais Theresia et Roden ne pensent pas qu'il serait juste de faire travailler leur fils, alors ils lui disent qu'il devrait se contenter de faire des tâches ménagères de base et de jouer avec Karina. Roden lui rappelle qu'il finira par grandir et devoir trouver un travail, alors il devrait profiter de son temps en tant qu'enfant tant qu'il n'a pas besoin de travailler. Allen est un peu contrarié d'avoir été refusé au début, mais ensuite il se souvient que le travail à la ferme est incroyablement éreintant, et aucun père ne voudrait forcer son enfant de 3 ans à faire ce genre de travail, alors il accepte de laisser tomber. Roden est content de voir qu'Allen comprend, mais alors qu'il continue le dîner, Theresia se souvient d'avoir vu Allen dans le jardin en train de lancer des pierres sur un arbre tout à l'heure, alors elle lui demande ce que c'était. Allen dit qu'il s'entraînait juste pour l'autodéfense au cas où un monstre attaquerait leur maison, mais en réalité, il essayait de voir s'il pouvait apprendre des compétences autres que l'invocation en répétant une action encore et encore, mais il n'a pas eu beaucoup de chance avec ça. Roden est impressionné par l'éthique de travail d'Allen et dit qu'il a hâte à sa cérémonie d'appréciation. Allen n'a jamais entendu parler de la cérémonie d'appréciation auparavant, alors il demande à Roden ce que c'est, et il est informé que lorsqu'on a 5 ans, on est apprécié pour découvrir quel talent on peut avoir, et si Allen a la chance de recevoir un talent puissant, il pourrait devenir très riche et prospère à l'avenir. L'hiver arrive, et Allen décide d'invoquer une sauterelle dans la neige pour voir combien de temps elle peut survivre, et elle tient toute une journée ici, alors il est assez satisfait. Cependant, cette satisfaction disparaît rapidement lorsque Karina sort et commence à lui demander de nouveau de se battre contre elle. Sans surprise, Allen se fait battre à plate couture, mais pendant qu'il était occupé par son duel contre Karina, il a complètement oublié la sauterelle qu'il avait invoquée, et elle finit par grimper sur la jambe de Theresia, l'effrayant tellement qu'elle finit par tomber, et tomber enceinte est grave. Roden accourt pour vérifier son état, et elle dit qu'elle va bien, mais clairement elle ne l'est pas, parce que cette chute l'a mise en travail, alors le bébé arrive aujourd'hui, qu'il le veuille ou non.
Roden dit à Karina d'aller appeler sa mère à l'aide, et une fois qu'elle arrive, elle aide Theresia pendant l'accouchement. Alors au matin, la famille a un tout nouveau bébé garçon. Tout le monde est ravi, mais Talen ne sait pas ce qu'il devrait ressentir à ce sujet. Il n'est toujours pas sûr de pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde, mais même si c'était inattendu, il n'avait pas grand-chose de prévu au Japon, alors il n'est pas contrarié par la façon dont les choses ont tourné. C'est pourquoi il a décidé de se concentrer uniquement sur la montée de niveau et la protection de sa nouvelle famille, parce qu'elle est ce qui compte le plus pour lui. Au printemps, puisque la cérémonie d'évaluation d'Allen approche, il demande à son père quelques détails sur son déroulement. Son père lui dit que tous les enfants doivent la subir une fois qu'ils atteignent l'âge de 5 ans, et que s'il arrive qu'il ait une compétence extraordinaire, il a une chance raisonnable d'accéder aux grandes ligues, mais malheureusement, la concurrence est féroce cette année car beaucoup d'autres enfants atteignent aussi 5 ans, et cela inclut Krena. Ils se dirigent tous vers la ville des roturiers pour subir l'évaluation, mais en approchant de l'église, Allen remarque que beaucoup d'autres roturiers ont l'air très bien apprêtés. Comparé à eux, ils portent quasiment des haillons, et maintenant qu'il y pense, il porte des haillons depuis le jour de sa naissance, donc les finances de sa famille doivent être bien en dessous de la moyenne pour ce monde, mais cela ne le dérange pas vraiment. Ils se rassemblent tous devant l'église, et alors que les prêtres sortent, ils entendent beaucoup de gens se moquer des tkassos dans la foule, alors ils disent à tout le monde qu'il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils disent. Les bénédictions sont distribuées également à tous, donc même le fermier le plus pauvre pourrait hériter d'une compétence puissante. Les prêtres disent à tout le monde d'entrer pour l'évaluation, et alors qu'ils marchent vers un autel, Allen remarque 3 statues et suppose que ce doivent être les dieux vénérés dans ce monde. L'un d'eux est Elméa, le dieu de la création, et maintenant qu'Allen y pense, Elméa était celui qui lui a envoyé cette lettre d'excuse pour le retard de développement de sa classe. Le premier à être évalué est Paloma, le fils du chef du village, et on lui dit de poser sa main sur la boule de cristal là-bas pour afficher ses stats. Paloma fait comme indiqué, et sur le mur de pierre est révélé qu'il possède la classe marchand, une nouvelle que son père est très heureux d'entendre. Allen s'attendait un peu à plus de choses, mais c'est fondamentalement la même chose que ce que fait son grimoire, la seule différence étant le fait qu'il utilise des classements par lettres au lieu de chiffres. Alors que l'évaluation continue, certains enfants reçoivent des talents forts tandis que d'autres n'en reçoivent aucun du tout, et quelques heures plus tard, les seuls restants sont Krena et Allen. Krena est la suivante. Alors elle court vers la boule avec excitation et pose sa main dessus, mais elle se met soudain à briller d'une lumière intense et aveuglante. Son père craint que quelque chose n'ait mal tourné avec l'évaluation, mais il s'avère que les prêtres n'arrivent tout simplement pas à croire ce qu'ils voient. Selon l'évaluation, Krena vient de recevoir la classe de seigneur de l'épée, l'une des plus fortes qui existent, et son père est incroyablement heureux de cette nouvelle, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il y a de si spécial là-dedans. Allen n'est pas trop surpris par la nouvelle, car elle lui bat les fesses depuis des années à ce stade, mais c'est ensuite au tour de l'évaluation d'Allen, alors on lui dit d'approcher de l'autel. Alors qu'il touche la boule, rien ne se passe pendant quelques secondes, mais soudain, il y a un grand flash de lumière et Allen est projeté en arrière. Rodin se précipite pour vérifier son état, et après s'être assuré qu'Allen va bien, il s'approche du prêtre et lui demande quel est le talent d'Allen puisqu'il ne sait pas lire. Il s'attend à quelque chose de vraiment bien puisque le cristal a réagi fortement, mais à son choc, le prêtre l'informe qu'Allen est totalement dépourvu de talent. Allen ne peut pas croire ce qu'il entend car il sait pertinemment qu'il a un talent, mais quand il vérifie le tableau, il se rend compte que toutes ses stats sont de rang E sans exception, et il reproche à Elméa d'avoir fait un travail merdique en programmant la classe d'invocateur. Juste à ce moment, Rodin serre Allen dans ses bras parts. Derrière pour le réconforter, car il ne veut pas qu'Allen se sente mal d'être sans talent. Ils rentrent chez eux ensemble, et tout le monde le traite normalement, malgré la révélation qu'il est sans classe, et Allen apprécie à quel point sa famille tient à lui, mais il sait qu'il n'est pas vraiment sans talent. Il peut toujours utiliser son grimoire normalement, alors il suppose que ses stats de rang, eux, doivent être dus au fait qu'il joue en mode enfer. Tous les autres enfants avaient le même âge que lui et étaient relativement égaux en force, donc leur rang doit refléter leur croissance future à mesure qu'ils monteront de niveau, donc puisqu'Allen nécessite 100 fois l'expérience normale pour monter de niveau, ses stats sont toutes bloquées au rang E, même si ses attributs réels sont assez forts. La plupart des gens seraient frustrés par ce genre de revers, mais Allen n'est pas un joueur occasionnel sale qui aime jouer au jeu pour s'amuser réellement. Il vit pour le grain écrasant, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter qu'il ait quelque chose qui cloche avec sa classe d'invocateur car au bas de son évaluation, il a vu apparaître un code d'erreur déroutant, donc il va envoyer beaucoup de réclamations aux développeurs à ce sujet. Le lendemain matin, Allen sort avec sa famille pour rendre visite à la famille de Krena, mais il remarque que son père a agi un peu bizarrement ces derniers temps. Chez Krena, ils s'apprêtent tous à célébrer l'évaluation de Krena en tant que seigneur de l'épée, mais Rodin a toujours l'air renfrogné, et Gerda dit qu'il refuse de célébrer avec lui tant qu'il ne sera pas redevenu normal. Au début, Allen se demande si Rodin est jaloux de Krena et de sa famille, mais il sait que son père n'est pas aussi mesquin, donc il doit y avoir autre chose ici.
Tous deux continuent de se disputer un instant, jusqu'à ce que Gerda révèle que Rodin a mentionné rompre les liens entre leurs familles avant de s'asseoir ensemble. Rodin défend sa décision en rappelant à Gerda que Crenna est maintenant un seigneur de l'épée et que cela signifie qu'elle a pratiquement un billet garanti pour quitter ce petit servage. Elle pourrait même devenir noble si elle a de la chance, et si cela arrive, alors être proche d'une famille pauvre comme celle de Rodin ne ferait que la freiner. Gerda crie qu'il se fiche de tout ça, mais Rodin insiste en disant qu'il fait ça pour le bien de Gerda, et les deux reprennent leur dispute, mais finalement leur femme les sépare et les calme. Allen est un peu surpris de voir à quel point tout le monde était calme face à toute cette histoire. Alors il demande à la femme de Gerda s'il est normal qu'ils se disputent ainsi. Elle explique que ce genre de choses arrivait tout le temps, mais qu'ils se réconciliaient toujours après. Tous les quatre sont en fait des amis d'enfance qui ont grandi dans le même village, et il y a environ 10 ans, quand on a commencé à parler de créer une nouvelle colonie, ils ont tous décidé de participer à l'effort et de travailler ensemble pour construire leur maison. Gerda et Rodin se sont beaucoup rapprochés à cette époque. Se rappeler les bons moments leur fait réaliser à quel point leur dispute était stupide. Peu après, la nouvelle arrive que l'ordre des chevaliers s'est intéressé à Crenna et qu'ils viennent la voir. Allen suppose que la nouvelle de Crenna devenant seigneur de l'épée doit se répandre très vite, mais même si c'est bien qu'elle ait gagné une certaine reconnaissance de l'ordre des chevaliers, Gerda est encore un peu inquiet car elle est trop jeune pour devenir chevalier. Juste à ce moment, un des enfants qui a obtenu un bon talent lors de la cérémonie d'évaluation affronte Allen et lui dit qu'en tant que perdant sans talent, il n'a pas sa place ici. Allen ne se soucie pas vraiment d'être insulté puisqu'il a toujours son pouvoir d'invocateur, mais Crenna ne supporte pas que quelqu'un s'en prenne à son meilleur ami, alors elle dit à l'enfant de reculer. Lui tranche presque le doigt avant que Gerda ne la retienne. Juste à ce moment, le chef annonce que l'ordre des chevaliers est enfin arrivé, et tout le monde est ravi car ils ont rarement l'occasion de voir les chevaliers en personne. Le chef appelle Gerda et Crenna pour qu'ils viennent se présenter au capitaine des chevaliers. Crenna est incroyablement excitée car elle a toujours voulu devenir chevalier, alors rencontrer le capitaine des chevaliers doit être un rêve devenu réalité pour elle. Allen se demande si les chevaliers vont emmener Crenna à la capitale pour l'entraîner, mais avant que le capitaine des chevaliers ne puisse dire quoi que ce soit, Gerda prend la parole et dit qu'il ne peut pas laisser partir Crenna car elle est encore trop jeune. Le capitaine dit que l'âge n'a pas d'importance car si elle est un seigneur de l'épée, alors ses compétences seraient plus que suffisantes pour qu'elle survive à l'entraînement, donc il ne devrait pas y avoir de problème. À moins, bien sûr, qu'il n'ait menti sur le fait que Crenna soit un saint de l'épée juste pour tromper l'ordre des chevaliers. Gerda assure au capitaine qu'il ne ment pas, mais il est déjà trop tard car le capitaine a décidé de mettre Crenna à l'épreuve. Il ordonne à son vice-capitaine de se préparer à avoir un duel avec cet enfant de 5 ans, et sans hésiter, le vice-capitaine accepte. Gerda essaie de faire reconsidérer sa décision au capitaine des chevaliers car il ne veut pas mettre la vie de Crenna en danger, mais on lui dit que si elle ne se bat pas, cela servira de preuve qu'elle a menti sur sa classe, et elle ainsi que toute sa famille seront exécutés. Les chevaliers sortent alors une épée pour qu'elle l'utilise, et la plupart des enfants seraient terrifiés à ce stade, mais Crenna a tellement soif de combat qu'à la seconde où elle réalise qu'elle va pouvoir utiliser une vraie épée, elle dit qu'elle est prête à accepter le duel. Tout le monde se met en position pour le duel, et Lebran affronte Crenna. Alors que le match commence, Crenna charge Lebran de toutes ses forces. Vos yeux ne vous trompent pas, elle brandit une épée qui fait 2 fois sa taille comme si de rien n'était, et elle donne du fil à retordre à Lebran, mais il la tient encore relativement facilement à distance. Le capitaine des chevaliers semble peu impressionné par les compétences de Crenna jusqu'à présent, mais alors que le combat continue, elle parvient à bloquer l'une des frappes de Lebran et se prépare à riposter. Cependant, Lebran la propulse de l'autre côté de la rue et contre l'un des murs. Gerda est furieux de la façon dont sa fille est traitée, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est poussé au sol par les chevaliers avec Allen et Rodin quand ils essaient d'intervenir. Allen trouve cela complètement injuste car que Crenna soit un seigneur de l'épée ou non, un adulte est forcément plus expérimenté au combat qu'elle. Cependant, soudainement, Crenna se relève et une aura menaçante l'entoure. Sans dire un mot, elle lance une autre attaque totale avec une concentration laser, et cette fois elle submerge complètement Lebran, à tel point qu'elle finit par trancher son épée en 2 et lui faillit emporter la tête avec. Crenna est déçue que le combat soit déjà terminé, mais elle s'est bien amusée, alors elle remercie Lebran d'avoir joué avec elle et s'en va, le laissant avec la conscience qu'il vient de perdre contre une enfant de 5 ans. Gerda est soulagée que Crenna ait réussi à survivre et commence à la féliciter pour avoir bien fait, mais ensuite, le capitaine des chevaliers s'approche, et Gerda devient sur la défensive car il ne le veut pas près de sa fille. Le capitaine des chevaliers reconnaît maintenant que Crenna est bien un seigneur de l'épée, et il s'excuse de l'avoir forcé à se battre en duel. Il dit qu'il aimerait discuter de son avenir avec lui, mais Gerda refuse fermement. Le capitaine dit qu'il peut amener ses amis avec lui à la réunion si cela peut le rassurer, et cela rendrait Gerda un peu plus en sécurité, alors il accepte. Ils se rassemblent tous chez le chef pour le déjeuner, et Zénov s'excuse à nouveau pour sa conduite précédente.
Il explique qu'il a été envoyé ici par le baron de ce territoire pour déterminer s'il y avait vraiment un seigneur de l'épée dans ce village, et les résultats sont indéniables. Zénophe mentionne qu'il y a 3 ans, un saint de l'épée est né dans la famille de comptables, mais cela semble bizarre à Allen car il sait pertinemment que les saints de l'épée ne peuvent naître que de bas statuts sociaux selon le design du jeu, donc celui-là devait être un faux. Ce seigneur de l'épée a ensuite servi la famille royale mais n'a pas répondu aux attentes là-bas, et lors d'une réévaluation, il a été découvert qu'il était en fait un simple épéiste prétendant être un seigneur de l'épée. Il a aussi été découvert plus tard que plusieurs nobles exagéraient grandement leurs capacités, donc le royaume a dû établir une politique de tolérance zéro pour les résultats de talents falsifiés. Cela dit, il est toujours vraiment désolé d'avoir fait subir à Kréna une épreuve aussi dure. Il dit à Gerda qu'il n'a pas à s'inquiéter qu'ils lui prennent Kréna, car ils ne le feront pas. Ils veulent qu'elle continue son entraînement à la maison, et quand elle aura 12 ans, si elle le souhaite, elle pourra fréquenter l'académie pour devenir chevalier. 2 ans d'entraînement plus tard, Allen débloque enfin le niveau 3 de son grimoire, et il en est vraiment excité. Cette montée de niveau lui octroie la compétence améliorée, ce qui signifie qu'il peut maintenant renforcer ses invocations, et il peut également en maintenir 30 de rang F simultanément, donc les améliorations qu'il peut accumuler vont être incroyables. Il prévoit d'expérimenter avec cela plus tard, mais pour l'instant, il doit rentrer à l'intérieur pour le dîner. Concernant les nouvelles de la famille d'Allen, son petit frère va avoir 2 ans, et sa mère est de nouveau enceinte, donc il va avoir un autre petit frère, une sœur. Ses parents commencent à réfléchir à un nom pour le nouvel enfant, et à ce moment-là, Allen reçoit par hasard un message du dieu de la création, Elmia, alors il dit son nom à haute voix inconsciemment. Ses parents comprennent de travers et supposent qu'Allen suggère qu'il devrait nommer le bébé d'après le dieu de la création, ce qui est un grand interdit dans ce monde, et Allen ne peut pas vraiment expliquer pourquoi il l'a dit, alors il change rapidement de sujet et mentionne que les cicatrices de Gerta semblent avoir complètement disparu récemment. Gerta explique que c'est parce qu'il a réussi l'épreuve des dieux plus tôt dans la journée en combattant un sanglier, mais Allen n'a jamais entendu parler d'une telle chose auparavant, alors il demande ce que cela signifie, et Gerta explique que de temps en temps, après un combat, on sent son corps se régénérer et toutes ses blessures guéries, et Allen suppose que ce doit être les effets de la montée de niveau dans ce monde. Gerta est un guerrier fort, donc il doit monter de niveau assez souvent, mais quant à Allen, même si son grimoire est niveau 3, son corps est encore seulement niveau 1 parce qu'il n'a combattu aucun monstre pour l'instant, et s'il veut devenir plus fort, alors il va devoir s'engager dans le combat. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il n'a pas le droit de quitter le village sans autorisation. La seule exception à cette règle serait les expéditions de chasse, mais dès qu'Allen essaie de soulever l'idée de rejoindre la prochaine chasse, son père le refuse parce qu'il ne veut pas qu'Allen se mette en danger. Cette nuit-là, une fois que tout le monde est endormi, Allen ouvre son grimoire pour lire le message qu'il a reçu d'Elmia, et il a déjà une bonne idée de ce dont il s'agit puisqu'il a laissé une plainte vigoureuse après la cérémonie d'appréciation. Pour faire court, Elmia s'excuse pour le bug technique qui a fait paraître Allen sans talent pendant l'appréciation, mais cela a été réparé maintenant, donc la prochaine fois qu'il sera apprécié, sa classe d'invocateur apparaîtra. Cela explique aussi que tous les rangs d'Allen apparaissent comme rang E à cause de son mode difficulté infernale, mais en réalité, il est bien plus fort que le rang E, donc une section de statistiques séparée a été ajoutée pour lui. Allen jette un œil à sa nouvelle feuille de stats, et c'est bien mieux qu'il ne le pensait. Il a un tas de stats de rang S et A, ce qui est à peu près la même chose que ce que Kréna a obtenu, donc il est satisfait des résultats de tous ses efforts. Maintenant qu'il a fini avec cela, il décide de commencer à expérimenter avec ses nouvelles capacités, et la première chose qu'il veut essayer est la compétence améliorée, alors il invoque une carte de sauterelle et utilise la compétence. Les effets de la compétence boostent directement les stats de la sauterelle, mais cela n'affecte pas les améliorations accordées à Allen par extension. Il décide d'invoquer la sauterelle pour voir à quoi ressemble une invocation boostée en personne, et alors qu'elle apparaît, elle brille pendant quelques secondes pour indiquer qu'elle a été boostée. À part cela, rien d'autre n'est vraiment différent, mais avant qu'Allen ne puisse tester autre chose, sa mère entre soudainement pour vérifier ce qu'il fait, et dès qu'elle aperçoit la sauterelle, elle panique et l'écrase. Le lendemain matin, Gerta se prépare à partir à la chasse, et pendant son absence, Allen se dirige vers l'arrière-cour pour faire un peu plus de tests avec son grimoire. Il a essayé un tas de combinaisons différentes dans une tentative de débloquer une nouvelle invocation, mais jusqu'à présent, rien ne semble fonctionner et il a terminé avec sa dernière paire de cartes viables. Heureusement, cette fois, la fusion est réussie et il reçoit une nouvelle carte, mais il n'est pas sûr qu'elle sera utile puisque sa description dit « herbe ». Du bon côté, il semble que l'invocation d'herbe lui accorde une amélioration de PM, donc il peut l'utiliser pour augmenter le nombre d'invocations qu'il peut effectuer dans la journée. Il invoque ensuite la carte d'herbe pour découvrir de quoi il s'agit, et une créature pomme sort, ce qui le laisse encore plus confus qu'avant. La pomme n'a aucune compétence de combat, mais elle possède une compétence appelée « arôme ». Alors Allen lui demande de démontrer, et elle s'enfonce soudainement dans le sol avant de faire pousser une tige. La tige a effectivement un arôme merveilleux,
Mais juste à ce moment, la mère d'Allen vient vérifier ce qu'il fait à nouveau, et il essaie de faire cacher la pomme, mais elle ne semble pas écouter, donc elle finit par apercevoir la tige. Heureusement, elle pense que c'est juste une tige ordinaire, donc elle ne suspecte rien, mais Allen va quand même devoir faire un tas de tests sur cette chose pour comprendre comment elle fonctionne. Plus tard dans la journée, Allen s'entraîne avec Krena comme d'habitude, et même avec les améliorations supplémentaires de sa montée de niveau, il n'est toujours pas de taille face à sa force, mais Krena remarque qu'Allen est devenu beaucoup plus résistant. Il est surpris d'entendre cela, alors il regarde ses stats et réalise que sa stat de maîtrise de l'épée est déjà au niveau 3 grâce à tout l'entraînement qu'il fait avec Krena, et il est vraiment heureux que sa compétence s'améliore. Maintenant qu'il y pense, il a aussi récemment obtenu une invocation de chien qui a une attaque de morsure et il adorerait l'essayer, mais il ne pense pas que ce serait juste de l'utiliser sur Krena. Après cela, Allen passe le reste de la journée à lancer des pierres sur l'arbre dans l'arrière-cour dans l'espoir d'éveiller une nouvelle compétence ou autre, mais cela ne s'est pas bien passé jusqu'à présent, donc il commence à sentir que c'est une énorme perte de temps. Il n'a pas non plus eu l'occasion de faire d'autres entraînements puisqu'il doit surveiller son frère la plupart du temps. Maj dit à Allen qu'il s'ennuie de lancer des pierres sur l'arbre, alors Allen s'excuse et dit qu'ils peuvent faire autre chose après qu'il ait fait quelques répétitions de plus. Pendant qu'Allen se prépare pour ses derniers lancers, Maj remarque soudainement un tas de jeunes pousses qui poussent à côté de la maison, et il est émerveillé puisqu'il ne se souvient pas les avoir vus là hier. Ces jeunes pousses sont le résultat de l'activation par Allen d'une tonne d'invocations de pommes en même temps pour l'amélioration de PM, et grâce à l'amélioration, il est capable de restaurer complètement ses PM en 5 heures au lieu des 6 habituels, donc il peut utiliser plus de 15% de mana en plus par jour maintenant. À la tombée de la nuit, tout le monde se réunit pour le dîner comme d'habitude, mais Gerta n'est pas encore revenu de sa chasse, ce qui est vraiment étrange, surtout puisqu'il ne comptait pas s'enfoncer profondément dans la forêt aujourd'hui. Theresia est évidemment inquiète, mais elle essaie de rester optimiste quant à la situation. Cependant, tout optimisme disparaît lorsqu'elle entend les sons des chasseurs paniqués portant le corps de Rodin à la maison. Rodin a apparemment été blessé pendant la chasse aujourd'hui, et rien qu'en le regardant, il est clair qu'il a de la chance d'être en vie. Il a été frappé par une des défenses du sanglier dans le ventre, et bien que les autres chasseurs aient réussi à cautériser la plaie pour le garder en vie, il est toujours au bord de la mort. La seule raison pour laquelle il a même réussi à tenir si longtemps était grâce à l'herbe de soin qu'ils lui ont donnée sur le chemin du retour. Theresia est surprise d'entendre cela puisque l'herbe de soin est vraiment chère, elle ne comprend pas comment ils ont réussi à s'en procurer, alors Gerta explique que lorsque le capitaine des chevaliers s'est excusé pour la façon dont il les a traités, une partie des excuses était un sac de pièces d'or. C'est ce qu'ils ont utilisé pour acheter les herbes, mais ce n'était pas suffisant pour guérir complètement Rodin. Les autres chasseurs se mettent tous à crier que toute cette histoire est la faute de ces roturiers, mais tout ce bruit réveille Mach et le fait pleurer, alors Allen le ramène au lit, et le reste des chasseurs décident de partir pour donner à la famille un peu de paix et de calme pour l'instant. Une fois que tout le monde est calmé, Allen demande ce qui s'est passé et si un roturier est vraiment à blâmer pour tout cela. Gerta explique qu'il y a quelques jours, lui et Rodin ont été convoqués par le chef du village et on leur a dit qu'ils devraient permettre aux roturiers de les rejoindre lors de leur prochaine chasse. La viande de sanglier est une marchandise précieuse, et bien que la majeure partie doive aller au baron, le reste est partagé parmi les personnes impliquées dans la chasse. Ils l'échangent parfois contre d'autres biens, mais à part cela, il est difficile d'obtenir de la bonne viande de sanglier à moins de la chasser soi-même. Malgré cela, aucun roturier ne s'est jamais porté volontaire pour faire partie des chasses, et c'est parce que c'est une tâche extrêmement dangereuse. Il y a des morts chaque année et encore plus de blessés, donc la plupart des roturiers évitent généralement de s'impliquer, mais puisque Rodin est récemment devenu célèbre en tant que chasseur légendaire, beaucoup de roturiers ont eu l'impression qu'aussi longtemps que Rodin était présent, ils pouvaient simplement le laisser s'occuper du sanglier tandis qu'il récoltait les bénéfices ensuite, alors ils ont demandé au chef de les inclure dans les chasses. Rodin et Gerta étaient contre l'idée, mais ils ne pouvaient pas refuser un ordre du chef, alors ils ont été forcés de laisser les roturiers rejoindre, et cela s'est passé aussi mal qu'ils le pensaient. Pendant les séances d'entraînement, tous les roturiers ont fait preuve de négligence, et quand le moment de la chasse est enfin venu, au moment où ils se sont réellement retrouvés face à face avec un sanglier, ils ont tous eu peur et ont lâché leurs armes en s'enfuyant. Cela a complètement brisé la formation du groupe de chasse, mais, comme si cela ne suffisait pas, un des roturiers est tombé pendant que le sanglier le poursuivait, alors Rodin est instinctivement intervenu pour le protéger, mais il s'est fait embrocher dans l'estomac en conséquence. Les autres ont finalement réussi à tuer le sanglier, alors Gerta dit qu'il apportera la part de viande destinée à Rodin d'ici demain, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il puisse faire pour aider, et Allen se sent comme un raté total parce que jusqu'à présent, il s'était concentré uniquement sur sa propre montée de niveau au lieu d'aider réellement sa famille. Dès le lendemain matin, Rodin reprend connaissance et tout le monde est heureux qu'il soit en vie, mais Allen est encore profondément pensif. Il avait traité ce monde comme un jeu tout ce temps, mais pour les gens qui vivent ici, ce n'est pas un jeu, c'est leur réalité, et ils doivent lutter pour survivre, donc le moins qu'ils puissent faire est d'utiliser son pouvoir pour les aider. Un peu plus tard, Gerta revient avec la part de viande de Rodin comme promis,
et il est soulagé de voir que Rodin est réveillé, mais il est encore en très mauvais état, donc il ne pourra probablement plus chasser pour préparer l'hiver. Gerta propose de partager ses réserves avec Rodin et sa famille pour aider, et Rodin l'apprécie, mais soudainement, Allen prend la parole et dit à tout le monde qu'il veut prendre la relève de Rodin. Ils peuvent tous voir qu'il est sérieux à ce sujet, donc il n'y a pas d'objection, et plus tard ce matin-là, il se met au travail en allant chercher de l'eau au puits. Les autres hommes là-bas le mettent en garde de ne pas en faire trop, puisqu'autant d'eau serait difficile pour un enfant, mais Allen est facilement capable de la ramener à la maison. Jusqu'à présent, il avait caché les effets de ses améliorations de stats, mais avec tout le monde déjà concentrant leur attention sur Krena puisqu'elle est une future héroïne, cela devrait aller pour lui de se démarquer un peu. Après avoir fini de chercher de l'eau, il se rend dans les champs avec Gerta pour récolter les pommes de terre. Gerta démontre la meilleure méthode pour sortir les pommes de terre du sol, et il suppose qu'Allen va avoir du mal avec cela, mais à sa surprise, Allen est capable de le faire d'une seule main. Il récolte 3 paniers de pommes de terre en un rien de temps, mais après tout ce travail, il réalise que plus de la moitié de celles-ci doivent être données au baron, et c'est vraiment injuste. Il essaie de trouver comment obtenir plus de nourriture pour sa famille, mais soudainement, le chef se présente et il est là pour s'excuser auprès de Rodin. C'était en partie de sa faute si Rodin a fini dans cet état, alors il voulait réparer les choses, et il a aussi amené le gars qui a causé l'accident pour s'excuser également. Le gars n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Il était juste trop effrayé pour réfléchir clairement à ce moment-là, et il accepte l'entière responsabilité de la situation. Rodin n'est pas vraiment en colère contre lui, mais il dit au gars d'être plus prudent la prochaine fois, et il promet de ne pas faire la même erreur 2 fois. Plus tard, Allen se rend dans les champs et défriche une large zone parce qu'il a eu une idée. Il invoque un tas de grenouilles et leur fait utiliser leurs compétences de provocation pour attirer des proies potentielles. Cependant, au lieu des quelques canards qui l'attendaient, il finit par attirer un oiseau monstre. Au début, il pense qu'il est préférable de s'enfuir pendant qu'il le peut encore, mais ensuite il réalise que cela aiderait vraiment sa famille s'il vint l'oiseau. De plus, il a un tas d'améliorations de stats, donc il pense qu'il devrait être assez fort pour le gérer, et finit par décider d'attaquer. Il court et frappe l'oiseau à travers la tête alors qu'il ne regarde pas, puis il invoque plusieurs chiens pour l'attaquer tous en même temps. Les chiens infligent pas mal de dégâts, mais malheureusement l'oiseau est trop fort pour eux, donc il les élimine un par un. Il se lance ensuite après Allen, et puisque ses invocations ont toutes été vaincues, il a perdu la majorité de ses améliorations également, donc il est en grave danger ici. Il doit agir rapidement s'il ne veut pas finir en nourriture pour oiseau, donc quand il en a l'occasion, il invoque 2 sangsues qui commencent à sucer le cou de l'oiseau. Allen ne les avait jamais vraiment testées auparavant, mais heureusement, comme prévu, elles semblent avoir une capacité de drain d'énergie, donc elles peuvent affaiblir suffisamment l'oiseau pour qu'il ait une chance. Une fois libéré, Allen invoque encore plus de sangsues et de loups, et grâce à leurs efforts combinés, il est enfin capable de porter le coup final et de vaincre le monstre. Allen a du mal à y croire puisque c'est sa première victime, mais son grimoire confirme que l'oiseau est bien mort, et il a même reçu 100 XP en récompense. Plus tard dans la journée, Allen rentre chez lui avec l'oiseau, et toute sa famille est sans voix parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'il ait réussi à tuer une chose pareille. Allen leur dit qu'il a simplement pris par surprise alors qu'il était distrait, ce qui est globalement vrai, mais il a omis la partie concernant ses invocations. Gerta commence à inspecter le cadavre de l'oiseau parce qu'il se demande comment Allen a réussi à le battre avec juste une épée en bois et quelques pierres, mais alors il remarque des marques de morsure sur l'oiseau et interroge Allen à leur sujet. Allen invente une excuse et dit qu'il se battait à l'instinct, donc il a dû faire ce qui était nécessaire, et Gerta commence à imaginer Allen mordant l'oiseau pour sauver sa vie. Mais quelle que soit la manière dont il s'y est pris, c'est quand même un exploit impressionnant, donc il le félicite pour ce bon travail. Il propose même d'aider Allen à saigner et à sécher la viande puisque c'est sa première fois, donc ils se dirigent ensemble vers l'étendoir. L'albaéron pèse environ 60 kg, mais une fois vidé de son sang, il tombe à environ 20 kg, et seulement environ la moitié de la viande de l'oiseau est réellement comestible. Cela dit, les ailes rapportent une jolie somme, et il y a bien une pierre magique, mais en fin de compte, ils doivent quand même enseigner la plus grande partie au supérieur. Allen pense que toute cette histoire de taxe de 60% sur toute la nourriture est vraiment injuste, et Gerta est d'accord avec lui, mais ils ne peuvent rien y faire. Du moins, c'est normalement le cas, mais puisque la situation d'Allen est un peu unique, il pourrait peut-être faire culpabiliser, je veux dire, négocier, le chef pour qu'il leur permette de garder plus que d'habitude. Un peu plus tard, Allen et Gerta se rendent au bureau du chef pour lui parler de l'oiseau qu'Allen a attrapé, et le chef est très content. Mais alors Gerta suggère qu'Allen ne devrait donner que les ailes comme taxe et garder le reste pour lui. Cela prend le chef au dépourvu, et il essaie d'expliquer qu'ils ne peuvent pas faire ça parce que le baron a demandé plus de nourriture que d'habitude cette année. Mais alors Gerta rappelle au chef que la seule raison pour laquelle Allen a été forcé de sortir chasser était à cause de sa demande déraisonnable qui a conduit à la blessure de Rodin. À ce rythme,
La famille d'Allen pourrait vraiment mourir de faim puisqu'ils ont à peine assez à manger, et pour vraiment vendre l'histoire, Allen fait comme s'il allait s'évanouir de faim sur place. Le chef se sent vraiment coupable, mais il hésite encore à réduire les taxes d'Allen, donc pour adoucir un peu l'accord, Gerta propose de jeter dans la balance la pierre magique de l'oiseau. Le chef finit par accepter le marché, et Allen et Gerta sont très heureux de l'entendre, mais ils n'ont pas encore terminé parce qu'Allen demande si cela signifie qu'il peut garder toute la viande à part les ailes pour tous les futurs oiseaux qu'il attrapera. Le chef hésite à nouveau à accepter, mais Gerta lui rappelle qu'il est assez rare qu'un enfant attrape un albaïron tout seul, donc quelles sont les chances que cela se reproduise? Le chef finit par accepter de laisser Allen garder la majeure partie de la viande de toutes ses futures prises en partant du principe qu'il ne pourra pas attraper un autre oiseau de sitôt, mais il avait tort. Plus tard, Allen retourne dans les champs, et cette fois il parvient à tirer 2 albaïrons à la fois. Maintenant, il a parfaitement maîtrisé la stratégie, donc il envoie d'abord les sangsues pour affaiblir les oiseaux, et après cela, il lance quelques pierres sur leur tête pour les désorienter. Ensuite, il ordonne à ses loups d'attaquer avec toute leur force, et après qu'ils ont entamé la santé de l'oiseau, il leur frappe la tête avec son épée pour les achever. Allen part à la chasse tous les 3 jours depuis un moment maintenant, mais c'est la première fois qu'il réussit sans perdre une seule de ses invocations, donc il est vraiment content de lui. Et pour couronner le tout, il a enfin gagné assez d'XP pour passer au niveau 2. Il ouvre avec excitation son écran de statut pour voir à quel point ses stats ont augmenté, et il semble qu'il ait obtenu une augmentation de 60% de ses stats, ce qui est un peu moins que ce qu'il attendait, mais c'est quand même une énorme augmentation, donc il est heureux malgré tout. Il lui a fallu 6 ans pour monter d'un niveau, mais maintenant que c'est enfin arrivé, il pense qu'il est temps qu'il informe sa famille de la vérité sur lui. Un peu plus tard, il rentre chez lui avec les 2 oiseaux, et son père est étonné qu'il ait réussi à en attraper 2 à la fois, mais il remarque aussi qu'il y a quelque chose de différent chez Allen aujourd'hui. Cependant, Allen a encore beaucoup d'autres choses à faire, y compris sa séance d'entraînement avec Rena, donc il part avant que Rodin n'ait la chance de dire grand-chose. Après la prise d'aujourd'hui, Allen a officiellement capturé 10 oiseaux au total, donc sa famille devrait pouvoir utiliser cela pour passer l'hiver. Il aimerait continuer à chasser des oiseaux pour voir s'il peut atteindre le niveau 3, mais il doute de pouvoir en trouver autant à temps. Grâce à l'augmentation de ses stats, Allen peut maintenant suivre Krena beaucoup plus facilement, mais il a été distrait par ses pensées pendant un moment, et c'était suffisant pour qu'elle se faufile par derrière et lui tape sur la tête. Plus tard dans la nuit, Allen convoque une réunion avec sa famille, et une fois qu'ils sont tous présents, il les informe qu'il n'est en fait pas sans talent. Il ne peut pas révéler les détails exacts, mais il explique essentiellement que quand il était bébé, il a reçu un oracle du dieu Elmia, et cela signifie qu'il est plus intelligent et plus fort que la moyenne, mais qu'il va aussi devoir travailler 100 fois plus que la normale pour devenir plus fort. Ses parents le croient, mais ils sont dévastés parce que cela ressemble beaucoup à une malédiction sur Allen, et ils n'ont pas tort, mais c'était en fait auto-infligé quand il a choisi de jouer en mode enfer. Allen leur dit aussi que la seule raison pour laquelle il a été évalué comme sans talent était que son talent était trop nouveau pour être reconnu. Ses parents sont étonnés d'entendre cela, et demandent si cela signifie qu'Allen a vraiment un talent, mais il leur dit qu'il ne sait pas encore ce que c'est. Il a d'abord pensé à révéler le fait qu'il est un invocateur, mais il a finalement décidé de ne pas le faire parce qu'il ne sait pas comment les gens réagiront une fois qu'ils découvriront qu'il peut invoquer et contrôler des créatures vivantes. Même s'ils ne savent pas quel est le talent d'Allen, ils sont soulagés d'apprendre qu'il a du talent parce que maintenant cela explique pourquoi il a passé autant de temps à lancer des pierres sur des arbres et à chasser des monstres, mais ils auraient aimé qu'il leur en parle plus tôt. Rodin demande à Allen ce qu'il prévoit de faire à partir de maintenant, et Allen dit qu'il va continuer à faire de son mieux pour devenir plus fort, donc son père lui rappelle qu'il devrait se sentir libre de demander de l'aide s'il en a besoin. Mais en attendant, il ne devrait probablement en parler à personne d'autre parce que ce serait vraiment grave s'il était pris pour un faux prophète, même s'il est probablement acceptable d'en parler à Gerta puisqu'il n'est pas un rapporteur, et Rodin a vraiment envie de se vanter auprès de lui à quel point Allen est incroyable. Le lendemain, la première neige d'hiver tombe, donc il est temps pour Allen de commencer à troquer avec la viande d'oiseau qu'il a stockée, et Gerta l'accompagne pour lui montrer les ficelles du métier. Gerta prévoit d'échanger une partie de la viande de sanglier qu'il a stockée avant l'hiver. Heureusement, il n'y a pas eu d'autres accidents depuis. Tant qu'il n'y a pas de roturier pour tout gâcher, les chasses se déroulent généralement assez bien, mais entendre cela fait réfléchir Allen, et il se demande quelle est la différence entre des cerfs comme lui et Gerta et les roturiers. Gerta explique que les roturiers ont un statut social plus élevé que les cerfs, et les taxes qu'ils paient sont aussi un peu différentes. Alors que les cerfs doivent payer 60% de toute la nourriture qu'ils produisent comme taxe, les roturiers ne doivent payer qu'une taxe par tête, ce qui signifie qu'ils paient une pièce d'or par personne chaque année. Allen demande s'il est possible pour un cerf de devenir un roturier, et Gerta explique que c'est en effet possible, mais qu'il faudrait payer un tribut de 10 pièces d'or pour le faire. Allen fait un calcul rapide, et puisque sa mère attend un autre bébé, il aurait besoin de payer 50 pièces d'or pour qu'ils deviennent tous des roturiers, ce qui est beaucoup d'argent, mais il va y arriver tôt ou tard.
Allen passe le reste de la journée à suivre Gerta pour apprendre combien vaut sa viande d'oiseau dans le système de troc, et au deuxième jour, il en a une compréhension suffisamment décente pour faire le voyage par lui-même. Un sac de sel lui coûte environ 5 morceaux de jerky, et ce même sac de sel vaudrait 5 pièces d'argent, donc un morceau de viande vaut une pièce d'argent. Avec le système de monnaie, une pièce d'or vaut environ 100 pièces d'argent, donc si Allen veut économiser 50 pièces d'or pour sa famille, alors il va devoir chasser l'équivalent de 500 morceaux de viande d'Albaïron. Cela semble beaucoup, mais Allen est sûr de pouvoir le faire en quelques années. Pour son prochain arrêt, Allen se rend à la boutique de potions locale et demande s'ils ont des potions de récupération de MP. Le vendeur dit à Allen qu'il ne vend rien d'aussi fantaisiste, donc Allen demande s'il a plutôt des herbes de soin en stock. Entendre Allen mentionner l'herbe de soin touche une corde sensible chez le vendeur parce qu'il a fait une mauvaise affaire la dernière fois qu'il en a vendu une. Il se souvient qu'un type nommé Gerta est venu ici supplier d'acheter de l'herbe de soin pour sauver son copain. Cela coûte généralement 5 pièces d'or, mais Gerta n'en avait que 3 à l'époque, donc il a supplié le vendeur de lui faire une réduction et a promis de rembourser plus tard. Gerta semblait tellement désespéré que le vendeur a décidé de l'aider, et à son crédit, il est bien revenu payer le solde plus tard, mais le vendeur était vraiment inquiet à l'époque d'avoir été arnaqué. Allen sait que son père n'aurait pas survécu si le vendeur n'avait pas accepté de faire une réduction à Gerta ce jour-là, donc il le remercie pour sa gentillesse et lui offre un morceau de viande d'oiseau en cadeau. Plus tard, Allen marche dans les rues quand il repère une boutique d'armes, et il est surpris qu'une seule arme puisse coûter jusqu'à 50 pièces d'or à elle seule. Mais pendant qu'il s'occupe de ses affaires, tout à coup, Dogora sort de nulle part et cherche à se battre avec lui. Il essaie d'asseoir sa domination et de convaincre Allen de devenir son serviteur, mais Allen ne va pas laisser passer ce genre de manque de respect, donc il pose ses bagages et sort son épée en bois avant de la pointer vers Dogora. Maintenant, il pourrait botter le cul de Dogora tout de suite et en finir, mais il veut que cette raclée soit juste, donc il dit à Dogora d'aller chercher une arme. Dogora accepte le défi et part en courant chercher sa massue, et il pense avoir l'avantage, mais Allen est beaucoup plus habile en combat grâce à son entraînement avec Krena, donc il nettoie le plancher avec Dogora sans difficulté. Pour faire court, au printemps, Dogora commence à venir chez Allen pour qu'Allen puisse l'entraîner, mais il est encore loin de pouvoir rivaliser. Mash a aussi commencé à s'entraîner avec Krena, mais elle y va beaucoup plus doucement avec lui qu'avec Allen, puisqu'il est encore nouveau dans le combat. Pendant qu'Allen regarde les deux, Dogora essaie de l'attaquer par surprise, mais les réflexes d'Allen sont trop rapides pour ça, donc il finit par tomber et se blesser au genou dans le processus. Cette nuit-là, Rodin et Gerta reviennent, et ils ont de mauvaises nouvelles parce qu'ils viennent juste d'avoir une réunion avec le chef du village, et il dit que le baron veut qu'il livre 15 sangliers au lieu des 10 habituels cette année. Il exige aussi qu'ils permettent aux roturiers de chasser avec eux à nouveau cette année, mais après ce qui s'est passé la dernière fois, Rodin et Gerta y étaient totalement opposés. Même ainsi, ils ne peuvent pas aller à l'encontre d'un ordre direct du baron, donc ils n'ont d'autre choix que de laisser faire et d'espérer le meilleur. C'est alors qu'Allen prend la parole et dit à tout le monde qu'il a un plan. La raison pour laquelle la participation des roturiers à la chasse est un problème est qu'ils sont pratiquement inutiles, mais il a d'innombrables heures d'expérience dans tous les MMO imaginables, et il est confiant qu'il peut rendre même le nouveau le plus désespéré utile à l'équipe, donc il demande à être chargé de l'entraînement des roturiers avant les chasses. Quand le moment de la prochaine chasse arrive enfin, Rodin emmène Allen rencontrer les autres chasseurs et leur dit qu'il aimerait utiliser une des stratégies de chasse d'Allen aujourd'hui, mais il précise bien qu'Allen n'est là que pour observer aujourd'hui, donc il ne combattra pas. Allen avait déjà accepté cet arrangement, mais il est un peu déçu que son père ne le laisse pas se battre puisqu'il avait hâte de monter de niveau. Cependant, Rodin n'a pas cédé, donc il ferait mieux de prendre ce qu'il peut avoir. Le plus important pour cette expédition est qu'il forme suffisamment les nouveaux pour qu'ils puissent se débrouiller seuls, car il ne voudrait pas que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise. En parlant de la dernière fois, le gars responsable de la blessure de Rodin vient s'excuser à nouveau, et il dit à Rodin que si quelque chose de mal arrive aujourd'hui, il n'a pas besoin de se mettre en danger pour le protéger. Rodin dit au gamin que tout ce qu'il a à faire, c'est de se concentrer sur son rôle, et s'il peut faire ça, alors avec un peu de chance rien ne tournera mal. Sur ce, l'équipe de chasse s'enfonce dans la forêt à la recherche de sa proie. Techniquement, c'est la première fois qu'Allen est autorisé à quitter les murs du village pour entrer dans la forêt, donc il est très excité. Une fois dans la forêt, Gerta rappelle le plan à tout le monde et leur dit de prendre leur position. Quelques nouveaux servent d'appât pour attirer un sanglier, et une fois que le sanglier sort des broussailles en chargeant, il est intercepté par Gerta et son équipe. Après avoir réussi à arrêter le sanglier, Rodin et les autres arrivent en courant sur les côtés et le poignardent encore et encore. C'est la stratégie que Rodin et les autres ont utilisée avec succès pour chasser depuis 10 ans, mais elle ne fonctionne pas très bien avec des nouveaux sans colonne vertébrale, c'est pourquoi Allen a suggéré un petit changement. Tandis que les autres feront toujours la majeure partie du travail pour abattre le sanglier, les nouveaux se tiendront sur le côté pour ne pas gêner, et au bon moment, Allen leur dit d'aller poignarder le sanglier avec les autres.
Comme fonctionne l'expérience dans ce monde, ils ont juste besoin d'infliger un peu de dégâts aux sangliers pour recevoir des XP, donc ça devrait les aider à monter de niveau. Les garçons font comme Allen l'a indiqué, et effectivement, alors que le sanglier est vaincu, ils sentent une soudaine vague de puissance parcourir leur corps, ce qui signifie qu'ils doivent avoir passé l'épreuve des dieux, ou en d'autres termes, qu'ils viennent de monter de niveau. Allen est vraiment content que son plan ait fonctionné comme prévu, mais malheureusement, il n'a pas pu profiter de ses XP gratuits puisqu'il n'a pas porté de coup au sanglier. Le lendemain, Allen est près du puits avec quelques-uns des gars plus âgés, quand il entend que l'un d'eux s'est concentré sur la découpe de viande au lieu de chasser, puisque sa femme est enceinte et qu'il veut jouer la sécurité. Comme c'est le cas, Allen lui demande une petite faveur. Il conduit l'homme jusqu'à sa maison et lui montre le lot d'Albaran qu'il a récemment capturé. L'homme est étonné qu'un si petit garçon ait pu attraper autant d'oiseaux, mais Allen explique qu'il a un petit problème. Il ne peut pas gérer la découpe de tous ces oiseaux tout seul, donc il espérait que l'homme l'aiderait un peu. En échange, Allen est prêt à lui donner 2 paquets de viande par oiseau découpé. L'homme est plus que disposé à aider puisque c'est une très bonne affaire pour lui, mais il demande à Allen s'il est vraiment d'accord pour donner autant de viande en paiement. Allen l'assure que c'est bon, et la raison pour laquelle il est d'accord, c'est que ces oiseaux ne font pas partie des réserves de nourriture de sa famille. Allen a attrapé ces oiseaux spécifiquement pour pouvoir les vendre et gagner les 50 pièces d'or dont il a besoin pour élever le statut de sa famille. Plus tard dans la journée, Allen est de retour dans la forêt avec le groupe de chasse, et ils ont quelques nouveaux supplémentaires avec eux aujourd'hui. Le plan est d'élargir progressivement le groupe jusqu'à ce qu'ils aient assez de personnes pour faire 2 groupes et chasser 2 fois plus de sangliers comme le baron le voulait, mais Allen est encore un peu curieux de savoir pourquoi le baron s'intéresse tant à augmenter la quantité de sangliers capturés, puisqu'il n'y a pas de pénurie de nourriture ou quoi que ce soit. C'est alors qu'un sanglier charge hors de la forêt, donc tous les chasseurs se préparent. Comme la dernière fois, après que le sanglier a été maîtrisé, les nouveaux sont appelés à se joindre au coup de grâce. Comme la dernière fois, les nouveaux montent tous de niveau grâce à l'expérience gratuite gagnée, mais grâce à un raisonnement rapide d'Allen, il a aussi réussi à récolter les bénéfices de la mise à mort. Tout ce qu'il a dû faire, c'est envoyer un de ses sauterelles et la laisser se faire écraser par le sanglier pour techniquement faire de lui un participant de la bataille, et ça a fonctionné comme il espérait puisqu'il a réussi à atteindre le niveau 3, mais il se sent un peu coupable d'avoir sacrifié une de ses invocations comme ça. 3 mois plus tard, Allen et les autres sont invités à aller au manoir du chef pour célébrer le début d'une nouvelle année, et maintenant que la fête est terminée, lui et Krina rentrent chez eux à pied. Krina est très heureuse puisqu'ils ont eu beaucoup de bonbons gratuits, mais Allen suppose que c'était juste une récompense pour avoir atteint le quota de 15 sangliers. Ils finissent par rentrer chez eux et retrouvent leur famille alors qu'elles s'apprêtent à organiser leur propre célébration du Nouvel An. Alors qu'ils commencent à manger, Rodin se met à vanter Allen pour son idée géniale d'intégrer en toute sécurité les nouveaux dans les groupes de chasse, et grâce à ça, il ne devrait avoir aucun mal à atteindre le quota de 20 sangliers l'année prochaine. Alors qu'il continue de parler, Gerta remarque par hasard une bouteille derrière Allen, alors il demande ce que c'est. Allen explique qu'il a reçu une bouteille d'alcool du chef en cadeau plus tôt. Gerta et Rodin sont très excités en entendant ça parce qu'ils avaient hâte de boire, mais Allen leur rappelle que l'alcool lui a été personnellement donné, donc ils ne peuvent pas l'avoir à moins qu'ils ne le permettent. Cela fait partie de son plan pour qu'il le laisse combattre pendant les chasses, donc il dit qu'il ne les laissera l'avoir que s'ils peuvent le battre dans un jeu. Rodin et Gerta ont vraiment très envie de cet alcool, donc ils acceptent les conditions d'Allen et demandent à quel jeu il veut jouer, à quoi Allen répond qu'il veut faire un bras de fer. Gerta et Rodin sont d'accord avec ça, mais avant que le jeu ne commence, Allen leur demande ce qu'ils vont lui donner s'il gagne, parce qu'il a besoin d'une sorte de récompense pour son effort. Rodin sent qu'Allen a déjà quelque chose en tête, donc il lui demande de leur dire ce que c'est. C'est alors qu'Allen explique qu'il veut juste qu'il le laisse combattre dans les futures chasses. Rodin n'aime pas l'idée, mais il ne voit pas de mal à jouer le jeu puisqu'il est sûr de gagner de toute façon, donc lui et Gerta se préparent à faire un bras de fer avec Allen. Le premier est Gerta, et il semble assez confiant de ne pas perdre un concours de force contre un enfant de 7 ans. Malheureusement pour lui, Allen a stocké toutes les améliorations de force disponibles avec ses invocations, donc alors que le match commence, Allen égalise la force de Gerta et finit par réussir à le dominer. Gerta n'arrive pas à croire qu'il a perdu, mais Rodin s'y attendait un peu compte tenu de toutes les choses incroyables qu'Allen a faites récemment. Malgré tout, il est confiant qu'Allen ne pourra pas le battre comme il l'a fait avec Gerta, donc après une courte pause, Rodin croise le bras avec Allen. Comme avec Gerta, Allen égalise la force de Rodin au début, mais cette fois, Allen finit par se faire dominer et perdre. Il suppose que Gerta doit avoir une force quelque part autour du rang D, ce qui signifie que celle de Rodin doit être autour du rang C, donc c'est logique qu'il n'ait pas pu gagner. Comme promis, il remet l'alcool, mais il jure qu'il deviendra assez fort pour battre Rodin un jour. Plus tard cette année-là, Allen parvient enfin à monter de nouveau ses compétences d'invocation, et maintenant il a accès à un tas d'invocations de rang E. Il va encore devoir faire quelques expériences pour déterminer quel genre d'invocation il a maintenant,
mais il a plus qu'assez de PM à dépenser pour quelques tests. Le niveau des améliorations fournies par les invocations de rang E est forcément plus fort que celui des invocations de rang F, donc Allen est certain qu'il serait capable de battre Rodin au bras de fer maintenant. Mais avant qu'il ne puisse partir défier son père, il remarque une fonctionnalité supplémentaire dans son grimoire, et il est écrit « Stockage ». Allen appuie sur l'icône, et son grimoire s'ouvre sur une page avec un carré noir dessus, donc il suppose que cela doit être la compétence de stockage en question. Il décide de la tester en lançant une pierre à l'intérieur pour voir à quelle profondeur ça va, mais après que la pierre soit entrée, il ne l'entend pas toucher le fond. Il tend la main à l'intérieur pour voir s'il peut sentir l'intérieur de l'espace de stockage, et alors qu'il fait ça, il obtient une image mentale de la pierre qu'il a lancée plus tôt. Il décide d'essayer de jeter encore plus de choses à l'intérieur. En gros, tant que ça peut passer par l'ouverture du livre, il n'y a pas de limite à ce que l'espace peut stocker. Mais cela semble un peu trop cassé pour être une compétence aléatoire qu'il a débloquée, donc il a beaucoup de questions. Après tout, quelque chose comme un stockage infini est une compétence de premier ordre, donc il doute vraiment que les développeurs la distribueraient sans raison. La plupart du temps, chaque fois que vous recevez un objet ou une compétence qui semble utile, c'est généralement parce que vous allez devoir l'utiliser dans un futur proche, donc Allen doit déterminer à quoi c'est censé servir. Cela dit, il veut aussi essayer ces nouvelles invocations de rang E, donc il essaie d'en appeler une, mais rien ne se passe. Allen est surpris que ça n'ait pas fonctionné puisqu'il est sûr d'avoir assez de PM pour l'invocation, mais c'est alors que le système l'informe qu'il aura besoin de pierres magiques de rang E pour invoquer un monstre de rang E. Il n'avait aucune idée qu'il aurait besoin de pierres magiques pour ça, mais par chance, il se trouve qu'il a une réserve de pierres magiques obtenues en tuant quelques monstres lapins autour du village. Donc après les avoir récupérés, il sort et essaie d'invoquer à nouveau l'insecte de rang E, mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est alors qu'il se souvient de l'espace de stockage et décide d'essayer d'y jeter les pierres magiques pour activer l'invocation, et cela semble faire l'affaire. Allen est capable d'invoquer un beau papillon, même s'il est beaucoup plus grand qu'il ne le pensait. Juste à ce moment, la mère d'Allen vient vérifier ce qu'il fait, et considérant à quel point elle est facilement dégoûtée par les insectes, Allen ne veut pas risquer de découvrir ce qui se passera si elle repère un papillon géant, donc il le cache derrière son dos tout en inventant une excuse pour qu'elle ne devienne pas suspicieuse. Il décide ensuite de sortir dans les champs pour essayer sa prochaine invocation, et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait parce que l'invocation s'est avérée être un tigre à dents de sabre, et il est vraiment effrayant en vrai. Il essaie ensuite de fusionner le papillon et le tigre pour voir ce qu'il va obtenir, mais rien ne se passe vraiment. Il essaie de jeter quelques pierres magiques de plus dans le stockage, et cela semble faire l'affaire, mais il va avoir besoin de beaucoup plus de pierres magiques s'il veut essayer plus d'invocations. Plus tard dans la nuit, pendant le dîner, il demande à son père s'il y a encore des monstres lapins dans le village, mais Rodin lui dit que tous les lapins sont partis. Ils ont creusé un fossé autour du village il y a quelques années pour se débarrasser de la plupart d'entre eux puisqu'ils sont assez dangereux à avoir près des enfants. Mais si tous les lapins sont vraiment partis, alors Allen va devoir trouver un autre moyen de collecter des pierres magiques. Le lendemain pendant l'entraînement, il décide de demander à Paloma à propos des pierres magiques, et on l'informe qu'elles sont surtout utilisées pour alimenter les objets magiques, mais celles de rang E sont considérées comme pratiquement inutiles, donc il est assez courant de les trouver simplement éparpillées sur le sol. Allen n'avait même pas envisagé la possibilité qu'il puisse trouver les pierres magiques sur le sol, mais maintenant qu'il le sait, il a beaucoup de fouilles à faire. Un peu plus tard, Allen a réussi à rassembler assez de pierres magiques pour débloquer toutes ces nouvelles invocations, et il peut déjà imaginer à quel point il deviendra puissant s'il continue à progresser, parce que sa capacité d'invocation lui permet de remplir tous les rôles d'un groupe moyen tout seul, donc avec d'innombrables bêtes à sa disposition, il sera imbattable. Un peu plus tard, le chef invite Rodin, Gerta et Allen à dîner, et leur apprend que le baron a apparemment l'intention de rendre visite au village le mois prochain. Il dit qu'il veut observer la chasse aux sangliers, ce qui contrarie beaucoup Gerta car le baron leur a déjà causé assez de stress avec ses augmentations de quotas de sangliers. Rodin dit qu'il n'a aucun problème à ce que le baron observe les chasses, mais il ne comprend pas pourquoi Allen a été appelé pour transmettre une telle nouvelle, et c'est alors que le chef révèle qu'il espérait en fait qu'Allen serve de guide au baron pendant son séjour en ville. Allen n'aime pas personnellement l'idée de devoir divertir le baron, mais au rythme où il va, il lui faudra près de 10 ans pour chasser assez d'oiseaux et faire accéder sa famille au statut de roturier, et c'est bien trop long. Cependant, s'il parvient à impressionner suffisamment le baron, il pourrait obtenir une promotion de sa part, alors il décide de le faire. Un mois plus tard, le baron Granville arrive au village avec sa fille, Cécile, et le capitaine chevalier Zénophe, et ils sont ramenés chez le chef pour le déjeuner. Tout d'abord, Granville s'excuse d'avoir fait une demande aussi déraisonnable avec la viande de sanglier l'année dernière, mais il ne pouvait tout simplement pas refuser un ordre direct du roi. Le chef est choqué d'apprendre que l'augmentation du quota de sanglier vient du roi lui-même, mais Granville précise que le véritable coupable derrière tout cela était le vicomte Carnal parce qu'il a délibérément attiré l'attention sur la viande de sanglier devant le roi pour le pousser à donner cet ordre. Un peu plus tard, le plat est servi, et Granville et Cécile sont tous deux émerveillés par la saveur de la viande.
Granville demande au chef comment s'appelle le plat, mais le chef ne sait pas quoi répondre. Alors Allen intervient et explique que la viande provient d'un oiseau qu'il a chassé et préparé hier, spécifiquement pour que le baron ait les ingrédients les plus frais pour son repas. Granville est impressionné par les bonnes manières d'Allen, alors il demande s'il est le fils du chef, mais Zénov se souvient de l'avoir rencontré lors de son dernier passage au village et le reconnaît comme le fils de Rodin, le célèbre pourfendeur de sangliers. Le baron est impressionné par les manières d'Allen et lui demande si, par hasard, il vient d'une famille d'anciens chevaliers, mais le chef explique qu'Allen et sa famille ne sont que des serfs. Dès que Cécile entend cela, elle s'indigne que le chef ait laissé un sale serf mettre les pieds dans la salle des invités, mais son père la gronde et lui dit que les serfs sont des membres à part entière du fief, et qu'elle ne peut pas les traiter comme des moins que rien. Cécile s'excuse pour ce qu'elle a dit, mais maintenant elle en veut à Allen pour une raison quelconque, et il peut déjà dire qu'elle va lui compliquer la vie plus tard. Heureusement, contrairement à sa fille, le baron semble être une personne raisonnable. Alors quand Allen explique qu'il va être chargé de leur faire visiter les lieux lors de la chasse de demain, il le remercie d'avoir accepté de jouer ce rôle et dit qu'il s'en réjouit. Zénov mentionne que si le quota de 20 sangliers s'avère trop difficile à gérer pour eux, il peut faire prendre en charge les chasses par ses chevaliers, et Granville pense que c'est une bonne idée car il ne veut pas les surcharger, mais Allen intervient et leur dit que ce ne sera pas nécessaire car ils sont plus que capables d'atteindre le quota par eux-mêmes. Le lendemain matin, la calèche du baron a été préparée, et il confie à Zénov la protection de Cécile en cas de problème durant l'expédition. Peu de temps après, ils partent dans la forêt, et à leur arrivée, Allen leur montre une tour préparée à l'avance pour qu'ils puissent observer la chasse aux sangliers à distance sécurisée. Allen les guide tous jusqu'au perchoir de la tour, et Cécile semble vraiment apprécier la vue car elle n'a jamais vu autant d'arbres auparavant. Quelques instants plus tard, Rodin et le reste des guerriers arrivent, et Granville est impressionné de voir qu'ils ont acquis des armures. Allen explique qu'ils ont utilisé à bon escient la peau de sanglier des chasses de l'année précédente, créant toutes sortes d'outils et d'équipements pour que les chasses aux sangliers se déroulent plus facilement. Alors que la chasse commence, Granville remarque que quelques guerriers qui ne portent pas d'armure courent seuls dans la forêt, alors Allen explique que ces gars-là sont chargés d'attirer les sangliers hors de la forêt et sur les terrains de chasse, même s'il faudra probablement être patient pour voir de l'action car attirer les sangliers prend un certain temps. Pendant qu'ils attendent, Zénov demande à Allen comment se porte Krina ces derniers temps, et Allen lui dit qu'elle se porte à merveille. Zénov est ravi de l'apprendre et informe Allen qu'il va envoyer un précepteur pour la préparer aux examens d'entrée de l'académie au printemps, et Allen ne peut s'empêcher de rire car il pense que ce sera drôle de voir Krina étudier pour changer. Quelques instants plus tard, l'équipe de l'heure revient avec un sanglier à ses trousses, et tout le monde se met en position. À l'aide de 2 boucliers en peau de sanglier qu'ils ont fabriqués, ils coincent le sanglier, et Allen explique que les boucliers sont faits à partir de la partie la plus dure de la peau du sanglier pour les rendre imperméables à la pénétration. Après avoir bloqué le sanglier, l'équipe d'attaque s'approche et commence à le poignarder sur le côté tandis que l'équipe des longues lances, composée des membres les plus inexpérimentés du groupe, se joint également à l'attaque. Mais Cécile n'était pas préparée à la violence d'une chasse au sanglier, et la vue de tout ce sang commence à la rendre malade. Rodin achève ensuite le sanglier d'un coup au cou, et c'est si horrible que cela fait s'évanouir Cécile sur le champ. Tout le monde commence à célébrer la mort du sanglier, et Granville et Zénov sont tous deux impressionnés par la prouesse au combat de ces guerriers. Cependant, un instant plus tard, un autre rugissement puissant résonne depuis la forêt alors que 2 sangliers chargent vers le groupe. Zénov réalise que la situation est grave et ordonne à ses chevaliers d'être prêts à intervenir si nécessaire, mais Allen lui dit que leur aide ne sera pas nécessaire car l'équipe de chasse est parfaitement capable de gérer 2 sangliers à la fois. Rodin ordonne à l'équipe de se diviser en 2 groupes pour s'occuper des sangliers séparément, et Allen pense en lui-même qu'il y a quelques années, il aurait été impossible pour eux de gérer une telle situation. La raison principale est qu'ils devaient toujours donner 60% de leur chasse en impôts, donc au lieu de fabriquer des équipements avec les matériaux obtenus des sangliers, ils étaient obligés de tout échanger pour survivre. Cependant, avec une stratégie de chasse efficace, ils ont réussi à gagner plus de marge de manœuvre en ce qui concerne l'allocation de leurs matériaux, et avec l'équipement amélioré, ils sont plus que capables d'en gérer 2 à la fois. En quelques minutes, les sangliers restants sont maîtrisés, et Cécile reprend conscience juste à temps pour voir le geyser de sang de l'un des sangliers, ce qui la fait immédiatement s'évanouir à nouveau. Granville est impressionné qu'ils aient réussi à abattre 3 sangliers en un seul jour car cela signifie qu'ils n'ont plus qu'à en chasser 17 pour atteindre le quota, mais Allen le corrige et explique qu'ils n'en ont en fait besoin que de 10 de plus car, avant que Granville ne décide de leur rendre visite, ils avaient déjà capturé cet autre sanglier. Le baron est ravi d'apprendre cela car cela signifie que le quota ne sera pas un fardeau aussi lourd pour le village qu'il ne l'avait pensé, et pendant que le baron est de bonne humeur, Allen lui dit qu'il a quelques demandes à formuler. Il dit qu'il aimerait la permission de fabriquer quelques boucliers supplémentaires avec la peau de sanglier pour aider aux futures chasses, et le baron n'y voit pas d'objection. Mais la deuxième demande d'Allen est de demander la permission d'échanger de l'alcool en dehors du village. Là encore, le baron n'est pas nécessairement opposé à l'idée,
mais ils se demandent pourquoi Allen demande spécifiquement de l'alcool. Allen explique que le quota les obligeant à chasser plus de viande qu'ils ne l'auraient fait autrement, on craint que l'afflux de viande supplémentaire n'entraîne un effondrement de la valeur globale de la viande localement, c'est pourquoi il souhaite la permission d'en échanger une bonne partie contre de l'alcool pour remonter le moral. Granville ne voit aucune raison de s'y opposer, alors il accepte les demandes et dit à Allen qu'il a fait un travail merveilleux en tant que guide aujourd'hui. Alors qu'il s'apprête à partir pour la journée, Cécile, qui avait été silencieuse pendant la majeure partie de la chasse, crie après Allen et lui dit de ne pas prendre la grosse tête simplement parce que son père l'a un peu complimenté. Mais ce faisant, elle manque de tomber de son cheval, ce qui ruine complètement l'attitude intimidante qu'elle essayait d'adopter. Un peu plus tard, Allen, Rodin et Gerta sont tous convoqués au manoir de Granville, et Granville leur dit qu'il a été tellement impressionné par leur performance l'autre jour qu'il souhaite leur offrir une récompense. Allen est excité car il devine déjà ce qui va arriver, et quelques instants plus tard, Granville déclare que Rodin et Gerta, ainsi que toute leur famille, se verront accorder le statut de roturier. Rodin et Gerta n'en croient pas leurs oreilles car ils ne s'attendaient jamais à ce qu'une telle chose arrive. Et Allen est fou de joie parce que maintenant il peut garder tout l'argent qu'il économisait, et il est autorisé à quitter le village sans permission désormais. La première chose qu'il prévoit de faire est de se rendre aux montagnes du Dragon Blanc dès qu'il en aura l'occasion. Granville ajoute également que tous ceux qui ont participé aux chasses au cours des 10 dernières années recevront la même promotion. Il demande donc à Rodin et Gerta de fournir une liste de toutes les personnes éligibles. Après tout ce que Granville a vu, il sait qu'il ne devrait y avoir aucun problème pour atteindre les exigences du quota, il dit donc qu'il peut retourner dans la capitale et être tranquille. Cependant, son majordome lui rappelle qu'il y a en fait encore une chose qu'il doit faire. Granville avait failli l'oublier, mais le roi semble vouloir utiliser le village de Quirina comme exemple pour les autres villages du royaume car ils s'en sortent si bien dernièrement, il demande donc à Rodin de lui raconter l'histoire de la façon dont les chasses ont commencé. Rodin a l'air un peu mal à l'aise après avoir entendu cela, alors Gerta explique à Granville que l'histoire du village est un sujet un peu sensible pour Rodin, il propose donc de relater les détails à la place de Rodin. Gerta explique qu'il y a environ 13 ans, une centaine de serfs se sont installés sur ces terres dans le cadre du décret de défrichement du roi, et ils ont travaillé dur pendant 3 mois pour rendre l'endroit habitable. Mais juste au moment où les choses commençaient enfin à s'arranger pour eux, ils ont été attaqués par un sanglier géant, qui a détruit toute la nourriture qu'ils avaient stockée pour l'hiver. Il n'y avait aucun moyen de survivre jusqu'à l'année suivante s'ils ne faisaient rien, alors Rodin a suggéré qu'ils essaient de chasser le sanglier pour sa viande, et tout le monde était d'accord avec lui. Ils n'avaient ni armes ni équipement à l'époque. Ils ont attaqué le sanglier avec seulement des pelles et des houes, et miraculeusement, ils ont finalement réussi à le vaincre. Granville est impressionné par l'histoire, mais il ne comprend pas pourquoi Rodin est si sensible à ce sujet, car il semble que son initiative soit ce qui a conduit aux chasses aux sangliers qui ont fait prospérer le village. Cependant, Gerta l'informe que lors de cette chasse, l'un des amis proches de Rodin est mort, et Rodin s'en est toujours voulu depuis. Granville comprend ce que Rodin doit ressentir, et pour se faire pardonner d'avoir évoqué un souvenir aussi douloureux, il dit à Rodin qu'il est autorisé à faire n'importe quelle demande. Allen trouve cela formidable et dit à Rodin qu'il peut demander de l'alcool de haute qualité, mais à la place, Rodin demande au baron de permettre à Allen de travailler dans son domaine, ne serait-ce que comme simple garçon de salle. Allen panique intérieurement en entendant cela parce que s'il est employé au domaine du baron, il aura encore moins de liberté qu'il n'en a déjà, il espère donc que le baron refusera la demande de Rodin. Mais à son grand dam, Granville dit en fait qu'Allen est trop bien pour être un simple garçon de salle, il l'emploiera donc comme un serviteur à part entière du domaine. Cécile est scandalisée par cette nouvelle car elle n'arrive pas à croire qu'un sale serf soit autorisé à entrer dans le manoir, mais son majordome lui rappelle qu'Allen n'est plus un serf car il vient d'être promu roturier. Allen veut vraiment trouver un moyen de se sortir de là, mais Rodin a l'air vraiment content de tout cela, donc il se sentirait mal de tout gâcher en refusant l'offre. Le lendemain, Allen s'habille pour son premier jour en tant que serviteur au domaine du baron, et bien que sa famille soit heureuse pour lui, elle est aussi vraiment triste de le voir partir. Krina est particulièrement contrariée de ne plus revoir Allen, alors Allen suggère qu'il s'entraîne une dernière fois au combat avant son départ, ce qui semble la réconforter. Alors que leur combat commence, tout le monde regarde, s'attendant à ce que Krina domine Allen comme d'habitude. Mais cette fois, Allen a investi tous ses points d'amélioration dans l'agilité, ce qui l'a rendu assez rapide pour suivre et même distancer Krina, malgré le fait qu'elle soit une épéiste de génie. Finalement, Allen remporte le duel en plaçant son épée contre le cou de Krina, et elle est sous le choc car c'est la première fois qu'elle perd. Mais Allen dit qu'ils peuvent considérer cela comme un match nul, et ils auront une revanche à l'avenir pour décider du véritable vainqueur. Le moment vient bientôt pour Allen de partir, alors tout le monde commence à faire ses adieux, et même Dagora apparaît pour offrir un couteau à Allen en cadeau avant qu'il ne quitte le village. Après cela, les parents d'Allen raccompagnent tous deux Allen à la porte du village, et en chemin, Rodin dit à Allen qu'être serviteur n'est que la première étape pour lui, et s'il travaille dur, il s'élèvera certainement dans la vie. Ils arrivent finalement à la porte,
où le chef a déjà préparé une calèche pour ramener Allen, Cécile et le baron à la ville. L'ambiance est un peu gênante dans la calèche car Cécile ne veut même pas le regarder et il n'a rien à dire à Granville, mais il va trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Ainsi, la vie d'Allen en tant que serviteur dans le manoir du baron commence officiellement, et comme il a un âge similaire à celui de Cécile, on le charge de s'occuper d'elle, ce qui signifie essentiellement qu'il doit obéir à toutes ses exigences, aussi déraisonnables soient-elles. Par exemple, elle demande à Allen de la porter sur ses épaules pour qu'elle puisse attraper des fruits en haut d'un arbre, mais après avoir cueilli le fruit, elle se rend compte qu'il a un goût affreux et blâme Allen de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais elle est vraiment agaçante à supporter toute la journée, même si Allen ne peut rien dire à ce sujet car ce serait irrespectueux. Elle dit à Allen d'aller lui acheter de délicieux fruits au marché, et Allen accepte de le faire, mais juste à ce moment-là, il remarque un immense vaisseau volant au-dessus de lui, et il est stupéfait car il n'avait aucune idée que ce monde avait des choses comme ça. Cécile ne comprend pas pourquoi Allen est si choqué et lui demande si c'est la première fois qu'il voit un vaisseau aérien magique, mais Allen n'en a vraiment jamais vu auparavant, alors elle décide de le laisser tranquille et lui rappelle simplement d'acheter les fruits pour elle une fois qu'il aura fini ici. Le lendemain matin, Allen se réveille dans son logement, et même si cela ressemble à une vieille chambre sous les combles, eh bien, en fait, c'est un vieux grenier, c'est quand même un peu mieux que l'ancienne chambre d'Allen. Il a utilisé ses compétences d'invocation pour faire pousser des plantes herbacées avec un arôme qui favorise la récupération, donc il commence toujours ses journées en se sentant frais et énergisé. Cela dit, il a encore très faim, alors il décide de descendre prendre le petit déjeuner. Dans la salle à manger, tous les autres serviteurs sont déjà en train de manger, et au cours des derniers jours de travail ici, Allen a appris à bien les connaître, en particulier le chef des serviteurs, Rickle. Quand Rickle voit Allen, il lui demande s'il s'entend bien avec Cécile, et Allen dit oui, mais Rickle peut voir sur son visage qu'elle a été dure avec lui. Il explique que Cécile n'en demande tant que parce qu'il est un serviteur plutôt qu'un garçon d'entrée, mais Allen n'a aucune idée de la différence. Rickle explique que les serviteurs de la famille sont divisés en rangs supérieurs et subalternes, mais ils sont tous toujours techniquement considérés comme faisant partie de la famille. Cependant, les garçons d'entrée sont différents car ils ne sont que des aides temporaires de la famille, donc ils ne sont pas considérés comme des membres de la famille. Allen est surpris car il n'avait aucune idée que devenir serviteur ici faisait de lui un membre de la famille, bien que maintenant qu'il y pense, cela explique pourquoi son père était si ravi quand le baron a fait l'offre. Plus tard dans la journée, Allen et quelques autres serviteurs servent le petit déjeuner à la famille du baron, et la femme du baron est assez impressionnée par les bonnes manières d'Allen, malgré ses humbles origines. Le baron est également impressionné qu'Allen soit si compétent malgré le fait qu'il soit sans talent, et bien que la partie sur le fait qu'il soit sans talent ne soit pas vraie, Allen décide de simplement suivre le mouvement. Dès que Cécile découvre qu'Allen est sans talent, elle commence à se vanter d'avoir le talent de magicienne et que son frère aîné a le talent de guerrier, mais le père de Cécile lui crie d'arrêter de se vanter du talent devant son frère parce que c'est un sujet sensible pour lui. Thomas, le jeune frère de Cécile, s'est toujours senti inférieur parce qu'il n'a pas de talent, donc entendre Cécile se vanter ainsi la fait pleurer, et Cécile se sent vraiment coupable de l'avoir contrarié, mais elle trouve quand même un moyen d'en blâmer Allen. Plus tard, Allen a l'après-midi de congé, alors il décide d'aller en ville, et son premier arrêt est la guilde des aventuriers car c'est son objectif numéro 1. Il s'approche du comptoir d'accueil et demande à la réceptionniste s'il peut s'inscrire comme aventurier ici. Elle explique qu'elle peut l'aider à s'inscrire, mais d'abord, elle doit lui demander son âge. Allen l'informe qu'il a 8 ans, mais malheureusement, elle lui dit que l'âge minimum pour s'inscrire comme aventurier est de 12 ans, donc il n'est pas autorisé à le devenir. Allen est dévasté d'apprendre cela car il ne veut pas devoir continuer à être serviteur pendant 4 ans, mais comme il n'y a rien d'autre à faire pour aujourd'hui, il décide de se diriger vers le tableau des avis pour recueillir des informations. Au tableau, il remarque toutes sortes de monstres avec différents rangs affichés avec des primes, mais quelques instants plus tard, un aventurier nommé Rêvant s'approche de lui et dit « Ce n'est pas un endroit pour un gamin comme toi, tu ferais mieux de partir ». Allen s'excuse et accepte de partir, mais avant de le faire, il demande à Rêvant pourquoi les primes sont organisées de cette façon. Rêvant explique que les monstres deviennent plus forts à mesure qu'on s'éloigne de la ville, donc naturellement, certains des monstres les plus puissants se trouvent dans la montagne du Dragon Blanc. Allen remarque alors une très vieille prime au mur pour le Dragon Blanc, alors il demande pourquoi personne ne l'a encore honoré, même si la récompense est si bonne. Rêvant explique que le Dragon Blanc est tout simplement trop fort pour que quiconque puisse le battre, mais il y a énormément de mithril qui poussent dans cette zone, donc il y a encore énormément de demandes pour cela, et la prime ne cesse d'augmenter. Toutes ces informations étaient vraiment utiles, alors Allen remercie Rêvant et poursuit son chemin. Il ne peut pas encore s'inscrire comme aventurier, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas combattre des monstres, et comme c'est son jour de congé, il compte en profiter au maximum. Il court directement vers la porte de la ville, où il est arrêté par un garde. Normalement, les gens ne sont pas autorisés à quitter la ville sans permission, mais comme Allen est techniquement un membre de la famille Granville, il est autorisé à utiliser leur sceau comme identification,
et cela lui donne pratiquement accès à tous les endroits où il veut aller. Dès que le garde ouvre la porte, il se précipite dans la forêt pour commencer à chasser des monstres, mais il ne veut pas être trop imprudent, alors il décide de commencer doucement. Comme les monstres deviennent plus forts plus on s'enfonce dans la forêt, il ne marche que quelques kilomètres pour que les monstres de la zone aient une moyenne de randée. Une fois arrivé à un endroit idéal, Allen invoque un faucon, et comme le faucon a une intelligence élevée, il est assez intelligent pour comprendre les ordres d'Allen. Alors il en invoque 5 de plus et leur ordonne de voler dans les airs et de localiser tous les monstres dans la zone. Pendant qu'il attend que les faucons trouvent quelque chose, il décide d'évaluer l'intelligence de son invocation de tigre, mais bien qu'il lui soit obéissant, il ne comprend pas vraiment les ordres d'Allen, donc il ne peut pas faire grand-chose. Juste à ce moment-là, un faucon revient informer Allen qu'il a localisé quelques monstres, et après avoir suivi le faucon, Allen est mené à une horde de gobelins. Les gobelins le remarquent caché derrière un arbre, alors ils se précipitent tous pour l'attaquer, mais Allen était préparé à cela et invoque 10 tigres pour les encercler, et pour faire bonne mesure, il invoque un papillon pour lancer un sort de sommeil sur les gobelins afin de les achever plus facilement. Tuer des gobelins ne lui rapporte pas autant d'XP que tuer un sanglier, mais un avantage clé ici est le fait que l'élimination des gobelins est beaucoup plus rapide que celle d'un sanglier, donc Allen peut les farmer à volonté. À la tombée de la nuit, Allen a chassé environ 80 gobelins, gagnant 16 000 points d'expérience et lui permettant de monter de 2 niveaux. Il est très satisfait de la façon dont son jour de congé s'est déroulé car non seulement il a monté de niveau, mais il a aussi beaucoup appris sur ses invocations. Par exemple, le sort de sommeil du papillon a 80% de chances de réussir à endormir un gobelin, et les pierres magiques de rang D ne peuvent pas être utilisées pour créer des invocations de rang E, même si elles ont plus de valeur. Quoi qu'il en soit, même s'il est tard, Allen veut continuer à farmer, alors il demande au faucon d'aller chercher d'autres monstres à combattre, mais ils se contentent tous de le regarder sans bouger. Allen demande ce qui ne va pas, et c'est alors qu'il découvre que les faucons ne voient pas bien la nuit, donc ils ne pourront plus explorer les monstres pour lui. C'est une énorme déception pour Allen car il voulait encore chasser un peu plus, mais il a des problèmes plus importants à régir maintenant car il comptait sur les faucons pour l'aider à retrouver son chemin vers la ville, et s'il ne voit rien dans le noir, cela signifie qu'il est pratiquement perdu dans les bois. Mais il ne peut pas passer la nuit ici, alors il est obligé de tâtonner dans le noir jusqu'à ce qu'il rentre finalement chez lui. Un mois plus tard, Allen commande à un forgeron de lui fabriquer 3 boules de métal car il cherchait un moyen de rendre sa compétence de lancer de pierre plus efficace, et celles-ci sont parfaites, donc après avoir payé les boules, il les jette dans son stockage de grimoire. Au cours du dernier mois, Allen est allé chasser 4 fois, et grâce à ses sessions fructueuses de farming d'XP, son niveau est monté jusqu'à 12, donc il sent enfin qu'il progresse. Plus tard dans la nuit, il retourne au domaine Granville, mais dès qu'il entre, il est pris à partie par Siba, et on lui dit que le baron veut lui parler. Allen se rend au bureau du baron pour le rencontrer, et il commence à faire l'éloge d'Allen car depuis son arrivée, les autres au manoir n'ont eu que de bonnes choses à dire sur lui. Cependant, le baron est un peu inquiet de ce qu'Allen fait pendant ses jours de congé, car on lui a dit qu'Allen partait tôt le matin et ne revenait que tard dans la nuit. Bien sûr, le baron dit à Allen qu'il n'a pas d'ennui car il est libre de faire ce qu'il veut de ses jours de congé, mais il veut juste avoir une idée de ce qu'Allen fabrique. Allen comprend pourquoi le baron pourrait être soupçonneux de son comportement, alors il décide d'être complètement honnête et explique qu'il a chassé dans la forêt pendant ses jours de congé. Le baron demande pourquoi Allen fait cela. Alors Allen explique qu'en tant que fils d'un chasseur comme Rodin, il est simplement naturel pour lui de vouloir chasser aussi. Le baron ne peut pas contester cela, alors il dit à Allen qu'il est libre de continuer à chasser autant qu'il le veut, mais il y a une condition. Siba suppose qu'Allen doit chasser des lapins de rang puisqu'il ne sait pas qu'il est assez fort pour gérer des gobelins de rang D. Alors il dit à Allen qu'il ne peut pas vendre la viande qu'il attrape aux bouchers locaux, car cela pourrait causer un scandale si cela devenait public. Au lieu de cela, Siba propose que le domaine achète toute viande chassée par Allen à une pièce d'argent par lot, ce qui est plus élevé que le taux du marché actuel. Allen est ravi de cette nouvelle, d'autant plus que, jusqu'à présent, il jetait toute la viande qu'il ramassait, donc cela lui donnera l'occasion de gagner un peu d'argent supplémentaire. 6 mois plus tard, Allen est dans la forêt pour l'une de ses chasses hebdomadaires, et aujourd'hui il prévoit de tuer au moins 100 gobelins et quelques lapins à cornes à ramener au manoir. Juste à ce moment-là, un de ses faucons revient, et il suppose que cela doit signifier qu'il a trouvé plus de monstres, mais un instant plus tard, le reste des faucons revient également, et ils semblent tous agir assez étrangement, donc Allen réalise que quelque chose doit clocher. Il décide de suivre les faucons même s'il n'a aucune idée d'où ils le mènent, mais un instant plus tard, il tombe sur Rayvan et son groupe en grande difficulté contre une horde de gobelins. Rayvan est déjà hors de combat, et avec Rita comme seule autre combattante de l'équipe, la situation ne s'annonce pas bien pour eux, alors Allen décide de se joindre à eux pour aider. Il lance ses boules de métal sur quelques gobelins, mais bien que cela fasse beaucoup plus de dégâts que de lancer des pierres, cela ne suffit pas à les tuer complètement, et il n'avait que 3 munitions, donc ce n'était pas aussi efficace qu'il avait espéré. Normalement,
Il pourrait gérer les gobelins sans effort en invoquant quelques tigres, mais il ne veut pas encore utiliser ses pouvoirs devant d'autres personnes, donc il va devoir se salir les mains. Il charge sur l'un des gobelins, et comme il est maintenant au niveau 12, il est beaucoup plus fort qu'avant, donc il peut facilement gérer un gobelin de rang et tout seul sans l'aide de ses invocations. Il procède ensuite à éliminer quelques gobelins de plus pendant le temps qu'il faut à Rita pour en tuer un, et grâce à lui, ils sont en sécurité, mais la vie de Rêvant est toujours en danger ici. Rita supplie Melcy de se dépêcher de soigner Rêvant, mais malheureusement, Melcy n'a plus de mana, donc elle ne peut plus utiliser de sort de soin. Dans son état actuel, Rêvant ne survivra pas assez longtemps pour retourner en ville. Alors Allen propose d'utiliser de l'herbe de soin qu'il a créée avec son invocation, et avec cela, la blessure de Rêvant est complètement guérie. Les autres sont ravis de voir Rêvant se réveiller, et ils jurent tous qu'ils rembourseront Allen pour la précieuse herbe de soin qu'il a utilisée sur eux, mais Allen ne veut vraiment pas attirer trop l'attention sur lui. Cependant, il y a effectivement quelque chose pour lequel il pourrait l'aider. Il leur dit qu'il collecte actuellement des pierres magiques de rang E, donc s'il pouvait en rassembler environ 100 pour lui, cela l'aiderait énormément. Rêvant et les autres sont surpris que ce soit tout ce qu'Allen veut puisque les pierres magiques de rang E ne valent pratiquement rien. Mais puisqu'il insiste, Rêvant promet qu'ils auront les pierres prêtes pour Allen d'ici la semaine prochaine, et les deux se disent au revoir. Quelques jours plus tard, Allen est de retour au travail en tant que serviteur de Cécile, et elle lui demande actuellement de la soulever pour qu'elle puisse atteindre un pot de confiture. Allen lui demande pourquoi elle fait ça, alors elle lui explique qu'elle veut faire de délicieux biscuits pour commémorer le retour de son frère Mii, mais Allen n'avait aucune idée que Mii revenait, et il est tellement choqué qu'il perd l'équilibre, faisant tomber Cécile. Un peu plus tard, la famille déjeune, et Granville est assez impressionné par le goût délicieux du repas. Cécile est contente qu'il apprécie car il a été préparé avec certains des lapins cornus qu'Allen a chassés. Granville est impressionné par l'habileté d'Allen, mais c'est plus ou moins ce à quoi on peut s'attendre de la part du fils d'un guerrier comme Rodin. Granville mentionne également que le village de Créna a atteint le quota de 20 sangliers pour l'année, et Allen est content de l'apprendre, mais il n'a jamais douté une seconde qu'ils y parviendraient. À ce moment-là, Thomas demande pourquoi ils n'ont pas encore mangé de viande de sanglier si le quota a été atteint, car c'était autrefois le point culminant de leur repas d'hiver, et ils n'en ont pas eu cette année. Allen est surpris d'apprendre cela, mais il suppose que cela doit être parce que c'est le roi qui a demandé l'augmentation du quota, donc toute la viande de sanglier a dû être envoyée à la capitale. Thomas demande à Allen s'il peut chasser un cerf blanc pour le déjeuner la prochaine fois, mais tout le monde se met à lui crier de ne pas faire une demande aussi déraisonnable à Allen, car chasser un cerf blanc n'est pas une mince affaire. Cependant, à leur grande surprise, Allen accepte de le faire sans hésitation. Il avait hâte de relever un nouveau défi ces derniers temps, et il suppose qu'un cerf blanc doit se situer quelque part autour du rancé, donc cela devrait être facile. Le lendemain, Allen se dirige vers la forêt, et après avoir creusé un trou dans la neige, il court dans la forêt pour pister un cerf blanc. Quand il en repère enfin un, il invoque 4 grenouilles pour servir d'appât. En utilisant leurs compétences de provocation, les grenouilles attirent facilement l'attention du cerf, le faisant charger vers elles, mais au moment où il est sur le point de les percuter, Allen les envoie à un autre endroit. Cela continue un moment, jusqu'à ce qu'Allen finisse par mener le cerf droit dans le trou qu'il a creusé pour lui. Maintenant qu'il est piégé, rien n'empêche Allen de le tuer. 1 heure plus tard, le personnel du manoir panique parce qu'un énorme cerf blanc vient d'apparaître devant le portail. Mais alors qu'ils s'apprêtent à l'attaquer, ils entendent une voix venant d'en dessous, et un instant plus tard, Allen sort en roulant de dessous le cerf. Le tuer était facile, et cela lui a donné plus de 2000 points d'expérience, mais ça a été un sacré problème de le porter tout seul jusqu'ici. Il demande aux autres domestiques d'aller chercher Thomas, parce qu'il a chassé ce cerf spécialement pour lui. Un instant plus tard, toute la famille sort pour voir ce qui se passe, et Granville est choqué de voir qu'Allen a vraiment chassé un cerf. Thomas est ravi car cela signifie qu'ils pourront manger de la viande de cerf pour le nouvel an, mais le reste de la famille est toujours sous le choc de toute l'affaire. Granville commence à se demander si Allen est vraiment sans talent, car il est impossible qu'un enfant normal de 8 ans soit capable de tuer un monstre de rancé tout seul. Il prévoit donc de faire réévaluer Allen dès que possible. Peu de temps après, Allen est convoqué à une réunion avec Sibi, où on lui annonce qu'il va être promu chasseur. Dans le cadre de ses fonctions de chasseur, Allen devra chasser de la nourriture pour le foyer, ainsi que protéger les gens en cas d'attaque de monstres. En paiement, il recevra 100 pièces d'argent par mois, soit le double de son salaire actuel. Cela peut sembler une bonne affaire en apparence, mais Allen comprend qu'ils essaient simplement d'éviter d'avoir à payer le prix fort pour les monstres puissants qu'il attrape, car ce cerf seul valait plus de 100 pièces d'argent. Payer un salaire à Allen est bien moins cher que de payer directement pour les monstres qu'il chasse. Allen ne dérange pas vraiment de perdre l'argent supplémentaire, tant que cela signifie qu'il peut chasser autant qu'il le veut. Mais alors qu'il s'apprête à partir pour commencer à chasser immédiatement, Sibi lui dit d'attendre parce qu'il est toujours tenu d'accomplir ses tâches normales en tant que serviteur de Cécile, donc il n'est autorisé à chasser qu'une fois par semaine.
Allen est vraiment déçu d'apprendre cela, mais ce serait impoli de se plaindre, alors il accepte et suit le mouvement. Un peu plus tard, Allen va au port avec Cécile pour rencontrer Millie, car il rentre enfin de l'académie pour une visite. C'est la première fois qu'Allen voit un vaisseau aérien d'aussi près, donc il est très curieux de savoir comment ça fonctionne, mais Cécile est beaucoup plus intéressée à saluer son frère dès qu'il sort. Elle court vers Millie et le serre fort dans ses bras, lui racontant à quel point il lui a manqué. Elle demande pourquoi il n'est pas rentré l'été dernier comme il avait promis, et Millie se souvient bien de cette promesse, mais quelque chose est survenu, alors il s'excuse de l'avoir déçue. Allen s'approche de Millie et propose de porter ses bagages, pendant que Cécile le présente comme son serviteur. Millie est un gars sympa, et juste en regardant Allen, il peut voir qu'il est assez talentueux, alors il le lui dit. Allen est soulagé que Millie soit aussi mature, car il n'aurait pas pu supporter un autre Cécile. Mais Cécile et Millie semblent très bien s'entendre en tant que famille, et cela lui fait se demander comment va sa propre famille. Plus tard dans la journée, Allen chasse quelques monstres pour le déjeuner. Quand il a fini, les chefs sont ravis car ce sont les ingrédients les plus frais qu'ils aient jamais eus, et ils sont très reconnaissants du travail d'Allen. Mais alors qu'il s'apprêtait à ranger la viande, il a remarqué Millie et Zenof en train de duel dans le jardin. Même si Millie n'a que 14 ans, Allen est tout de même assez impressionné. Surtout que Millie est capable de tenir tête à quelqu'un comme Zenof. Mais l'écart de force est encore trop grand, donc Millie finit par perdre. Tout le monde félicite Millie pour son bon travail, mais ensuite Cécile remarque qu'Allen porte sa prise du jour, et elle le complimente pour cette belle capture. C'est indéniablement impressionnant qu'Allen ait pu vaincre un monstre comme ça. Comme ils ont un peu de temps à tuer, Millie demande à Allen s'il aimerait aussi s'entraîner. Zenof regarde Granville pour voir s'il approuve, et comme Granville n'y voit pas d'inconvénient, Zenof tend son épée à Allen pour qu'il puisse combattre. Allen est vraiment excité, car c'est la première fois qu'il tient une épée en mithril, et cela fait des lustres qu'il n'a pas fait d'entraînement au combat, donc il a hâte. Actuellement, ses statistiques sont optimisées pour la chasse, pas pour le combat, mais avec toutes les augmentations de niveau qu'il a eues récemment, il est sûr que sa configuration actuelle devrait pouvoir gérer ça. Le duel commence, et Allen essaie d'abord de se retenir pour ne pas blesser Millie, mais alors que son épée entre en collision avec celle de Millie pour la première fois, Allen réalise quelque chose. Ce type est fort. Millie a passé plusieurs années à s'entraîner et à étudier à l'Académie royale, et toutes ces années d'expérience jouent un rôle crucial au combat. Donc même si Allen est similaire à lui en termes de force, son escrime est toujours au niveau débutant au mieux, donc il n'a jamais eu de chance. Une fois le duel terminé, tout le monde recommence à louer la force de Millie, mais Cécile félicite aussi Allen, car il a plutôt bien tenu face à Millie pendant un moment. Thomas demande à Millie comment il est devenu si fort. Alors Millie explique qu'il a été obligé de nettoyer un donjon comme projet d'été l'année dernière, et que cette expérience l'a rendu beaucoup plus fort. Cécile réalise que c'est probablement pour ça que Millie n'a pas pu venir l'été dernier, et elle se sent un peu désolée pour lui. Mais Allen est occupé à réfléchir à quel point l'entraînement que Millie reçoit à l'académie est incroyable. Cécile demande à Millie s'il va rester un moment, mais malheureusement, il doit retourner à l'académie dans quelques jours, et il ne reviendra pas avant l'été prochain. Allen demande soudainement à Millie de s'entraîner avec lui à son prochain retour, et Millie accepte sa demande. Il serre ensuite la main d'Allen et lui demande de prendre soin de Cécile en attendant. Allen est obligé d'accepter, mais intérieurement, il réfléchit au moyen le plus rapide de se sortir de ce stupide travail sans déshonorer son père. Un peu plus tard, le vicomte Carnel vient rendre visite à Granville, et il fait des remarques désobligeantes sur le fait que c'est une ville paumée, ce que Granville ignore en riant. Mais il est clair que ces deux-là se détestent absolument. Allen sert le repas à Carnel, et Carnel est ravi car il pense que c'est la fameuse viande de sanglier que Granville gardait pour lui, mais en réalité, c'est juste le lapin cornu qu'Allen a chassé. Cependant, Carnel ne peut pas vraiment faire la différence. Les familles Carnel et Granville sont en conflit depuis des siècles à ce stade. Actuellement, le territoire de Carnel se porte très bien, tandis que le territoire de Granville est en déclin économique. La raison en est que les deux territoires sont situés de part et d'autre de la montagne du Dragon Blanc. La montagne contient beaucoup de mithril, donc les deux régions ont plusieurs mines dans la montagne. Mais le dragon au sommet de la montagne est actuellement perché du côté de Granville, donc ils ne peuvent pas utiliser leurs mines, ce qui explique pourquoi leur économie a pris un tel coup. Cela n'a pas toujours été ainsi. Le dragon est très changeant quant à l'endroit où il se perche, donc environ tous les 100 ans, il change de côté, ce qui inverse la dynamique de pouvoir entre les deux. Quoi qu'il en soit, Granville demande à Carnel pourquoi il est venu, car cette visite ne pouvait pas être sans but. Carnel était tellement absorbé par sa nourriture qu'il a failli oublier de le mentionner, mais il dit que sa fille aînée a récemment subi son évaluation, et il voulait partager la nouvelle en personne. Allen suppose que la fille de Carnel a dû avoir un talent incroyable, donc il est là pour le lui mettre sous le nez. Mais à sa grande confusion, Carnel annonce que sa fille est sans talent. Ce qui rend la chose encore plus déroutante,
c'est le fait que Carnel rappelle moqueusement à Granville que 2 de ses 3 enfants ont des talents. Granville se fâche et fait remarquer que Carnel a aussi un fils aîné qui a un talent, donc cela signifie qu'ils devront tous deux remplir le devoir d'un noble un jour. Après cela, Carnel part, et Allen n'a aucune idée de ce que tout cela signifiait, mais cela lui a appris qu'être noble n'est pas aussi amusant qu'il le pensait. Quelque temps plus tard, lors d'un de ses jours de congé, Allen rencontre le groupe qui l'a aidé et leur demande des conseils car il pense à chasser quelques monstres de rancée. Après tout, il a déjà chassé plus de 10 000 gobelins dans la forêt, et Farmer du rang D ne lui suffit plus vraiment. Le groupe avertit Allen que les monstres de rang C sont beaucoup plus dangereux que ce à quoi il est habitué. Allen en est conscient, c'est pourquoi il veut apprendre tout ce qu'il peut d'eux avant sa prochaine chasse. Plus tard, Allen est dans la forêt quand un de ses oiseaux repère un monstre de rang C et se précipite pour venir l'appeler. Allen va enquêter et trouve un ORC endormi sous un arbre. C'est une occasion parfaite pour attaquer, alors il saute sur l'ORC avec une horde de tigres. L'ORC essaie de se défendre, mais Allen a beaucoup trop d'invocations pour qu'il ait une chance, donc il finit par succomber. L'ORC mort, Allen découpe son corps pour en récupérer la pierre magique. Il est vraiment fier d'avoir pu vaincre un monstre de rang C sans avoir besoin de le piéger d'abord, mais il se rappelle qu'il doit rester humble car il n'est pas encore assez fort pour battre Mii, donc il ne peut pas commettre l'erreur de devenir trop confiant. À ce moment-là, un de ses oiseaux l'alerte de la présence d'un autre monstre de rang C à proximité, et celui-ci semble être une fourmi cuirassée. Allen hésite un peu à l'affronter, car il se souvient que Rêvant a failli mourir à cause de l'une d'elles. Mais il est un peu trop tard pour faire marche arrière maintenant, car la fourmi l'a déjà vu. Allen n'a pas d'autre choix que d'attaquer, alors il envoie ses tigres, mais ils ne parviennent pas à percer l'armure de la fourmi, donc Allen doit trouver autre chose. Il décide d'essayer d'utiliser ses invocations de papillon pour endormir la fourmi. Une fois qu'elle se retourne, il saute sur son ventre pour tenter de la tuer, mais son couteau ne traverse pas, même si sa puissance d'attaque dépasse les 400. La fourmi commence bientôt à se réveiller, alors Allen se met frénétiquement à la poignarder encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par briser sa carapace et la tue. Il est content que ce soit enfin fini, mais même si la fourmi était de rang C comme l'ORC, cela a demandé beaucoup plus d'efforts car elle est pratiquement immunisée contre les attaques physiques. Il se demande si ça aurait été plus facile s'il avait pu utiliser la magie. Mais maintenant qu'il y pense, il a une statistique d'intelligence très élevée, donc il pourrait peut-être lancer des sorts après tout. Pour le savoir, il demande à Cécile de le laisser l'accompagner pendant son cours de magie, et une fois sur place, il demande au professeur s'il est possible pour lui d'utiliser la magie. Le professeur sort un orbe magique et dit à Allen qu'il s'allumera s'il a un talent pour la magie. Allen essaie, mais peu importe à quel point il se concentre, rien ne se passe. Il est forcé d'accepter le fait qu'il est complètement dépourvu de magie, et il le prend très mal, alors Cécile se sent désolée pour lui et offre un biscuit à Allen pour le réconforter. Un jour, alors que la famille dîne, Rickle fait soudainement irruption dans la salle à manger pour les avertir tous qu'une meurtrière a été repérée dans la région et qu'à son rythme actuel, elle arrivera à la porte sud dans moins de 2 heures. C'est une terrible nouvelle. Alors Granville demande si on peut faire appel à Zénoph pour s'en occuper, mais malheureusement, Zénoph et ses chevaliers sont actuellement partis en mission de chasse aux monstres et ils ne seront pas de retour avant au moins 2 jours, ils sont donc livrés à eux-mêmes. Granville ordonne à Rickle d'aller à la guilde des aventuriers et de lancer une quête pour rassembler un maximum de personnes afin de défendre la ville. Et entre-temps, Allen se porte volontaire pour retenir la meurtrière. La meurtrière est un monstre de rang B, et Allen sait que les aventuriers de cette ville n'ont aucune chance de la vaincre, c'est donc à lui de les protéger. Malheureusement, il a déjà utilisé tout son PM ce matin pour farmer de l'XP, il doit donc attendre d'en avoir récupéré une quantité suffisante pour utiliser sa capacité d'invocation. Les habitants de la ville ont tous été prévenus de l'attaque imminente, alors ils courent tous pour sauver leur vie, et Allen surprend par hasard un homme supplier un aventurier de sauver sa femme et sa fille parce qu'elles sont coincées dans leur carrosse, le même que la meurtrière est en train de mâchouiller. La mère et la fille à l'intérieur sont terrifiées car ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne soient dévorées, mais Allen refuse de laisser cela arriver, alors il prend une de ses boules de fer et la lance droit sur l'œil du monstre. Cela réussit à détourner l'attention du monstre de la famille, mais maintenant, le monstre se concentre sur Allen à la place, alors il prend la fuite en courant et essaie de mener le monstre vers la montagne pour protéger la ville. Pendant qu'il court, son PM est restauré, alors il l'utilise pour réinitialiser sa liste d'invocations et faire le plein de papillons car ceux-ci lui donnent des bonus de vitesse et d'agilité. Il en invoque ensuite un groupe et essaie d'utiliser leur magie pour endormir le monstre, mais la meurtrière semble résistante à la magie de sommeil, donc au lieu de s'évanouir, elle se fâche et chasse tous les papillons, ce qui laisse Allen avec très peu d'options. Tard dans la soirée, Allen court toujours pour échapper à la meurtrière, et il commence à s'épuiser, mais heureusement, il parvient à se cacher sous des arbres pour semer le monstre. Et une fois sûr d'être en sécurité, il s'effondre près d'un arbre et soupire de soulagement car il n'était pas sûr de s'en sortir vivant. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle les malus n'ont pas fonctionné,
et il est loin d'être assez fort pour vaincre cette chose sans l'affaiblir d'abord. Il a même dû utiliser un tas de ces pierres magiques juste pour survivre assez longtemps pour arriver jusqu'ici, mais au moins il a réussi à l'éloigner de la ville, donc les gens devraient être en sécurité maintenant. Il prévoit de simplement rentrer chez lui et d'attendre le retour de Zénoph pour qu'il puisse s'occuper de la meurtrière. Mais juste au moment où il s'apprêtait à partir, il sent quelque chose le regarder, et à son horreur, il s'avère que la meurtrière l'a trouvé. Il prend la fuite en courant, mais le monstre n'a aucune intention d'abandonner la chasse à Allen, alors il finit par courir jour et nuit pour tenter de s'échapper. 3 jours plus tard, Allen parvient enfin à semer le monstre et à regagner la ville. Mais après avoir été forcé de courir sans arrêt pendant des jours, il est fatigué, affamé et au bord de l'effondrement. Le garde de la ville le voit arriver et reconnaît Allen comme le héros qui s'est sacrifié pour la ville un jour plus tôt, alors il se précipite pour le rattraper, et au moment où Allen rouvre les yeux, il est de retour au manoir avec Sébi et Cécile qui prennent soin de lui. Cécile est vraiment heureuse qu'Allen aille bien, mais elle lui crie aussi dessus pour lui avoir fait autant d'inquiétude, ce à quoi Allen s'attendait un peu de sa part. Sébi demande à Allen s'il se souvient de quoi que ce soit, alors Allen lui raconte que le monstre était impitoyable et l'a poursuivi pendant 3 jours entiers avant qu'il ne le sème, et une fois le danger écarté, il a fait demi-tour pour retourner à la ville. Cécile est impressionnée par le courage d'Allen, et il l'informe que Granville est tout aussi content de ce qu'il a fait, donc dès qu'Allen sera remis sur pied, il aimerait le rencontrer. Un peu plus tard, Allen va rencontrer Granville, et il explique qu'il n'était pas assez fort pour vaincre le monstre par lui-même, alors il a décidé d'attirer son attention et de l'emmener le plus loin possible. Il s'excuse ensuite d'avoir fait quelque chose d'aussi imprudent, mais Granville dit à Allen qu'il n'a pas à s'excuser. S'occuper de monstres comme la meurtrière aurait été impossible sans Zénoph et ses chevaliers, donc les actions courageuses d'Allen ont sans aucun doute sauvé la ville de pertes humaines massives. C'est pourquoi des récompenses ont été préparées pour Allen. 10 pièces d'or de la part de Granville et 10 autres pièces d'or de la part de la famille qu'il a sauvée ce jour-là. Allen est ravi car avec une telle somme, il pourrait certainement s'acheter une épée décente. Et c'est exactement ce qu'il fait car la prochaine fois que nous le voyons, il arbore une épée en mithril. Avec cela, il est capable de vaincre facilement une araignée cuirassée par ses propres moyens, mais ce n'est toujours pas assez dur pour percer la solide armure abdominale de l'araignée. Cela dit, elle est capable de percer les interstices de l'armure, donc Allen peut creuser dans le corps de l'araignée et en extraire la pierre magique. Maintenant qu'il a fini avec ça, il veut faire un petit test avec ses invocations, alors il appelle 3 de ses faucons, en fait atterrir 2, puis en stocke un dans son grimoire. Il place ensuite un fruit dans un sac et demande au faucon devant lui de montrer l'objet qu'il a mis dans le sac. Le premier faucon identifie facilement le fruit, mais Allen s'y attendait déjà, alors il passe à l'étape suivante du test et réinvoque le second faucon. Il pose ensuite la même question au faucon, et celui-ci identifie immédiatement le fruit, ce qui indique à Allen que différentes invocations du même type peuvent partager des informations entre elles. Il appelle ensuite le 3e faucon et lui demande de faire la même chose, mais cette fois-ci, il ne peut pas répondre à la question, donc la transmission d'informations ne doit fonctionner que sur les faucons qui sont encore à l'intérieur du grimoire. Un certain temps passe, et début mars, le frère de Cécile revient une fois de plus, alors il accorde à la revanche qu'il avait demandé. Allen est devenu beaucoup plus fort après avoir farmé tous ces monstres de rancée, mais il a toujours du mal à suivre le talent brut de Mii. Le combat se solde finalement par la défaite d'Allen, et Zénoph félicite Mii pour son excellente démonstration de compétence, et Allen le félicite également, mais à l'intérieur, il bouillonne de rage car il ne comprend pas quel genre d'entraînement Mii a suivi à l'académie pour devenir aussi fort. Après la fin du duel, ils se dirigent tous vers la salle à manger pour le déjeuner, et là, Mii apprend qu'Allen a récemment combattu une meurtrière. Allen explique que c'est un peu exagéré d'appeler ça un combat puisqu'il n'a fait que fuir. Mais Mii est tout de même impressionné qu'Allen ait survécu à ça car même lui ne pourrait pas vaincre un monstre de rambé comme ça. Juste à ce moment-là, un chevalier fait irruption dans la salle à manger, et Allen est un peu inquiet car ça ne s'était pas bien terminé pour lui la dernière fois que c'est arrivé, mais à la surprise générale, le chevalier apporte une bonne nouvelle. Il informe Granville que le dragon blanc sur la montagne a commencé à migrer vers le territoire de Karnal, ce qui signifie qu'ils vont enfin pouvoir réutiliser leur mine de mithril. Granville est ravi d'apprendre cela car ce sera le début d'un boom économique pour son territoire, et il est tellement excité qu'il veut envoyer des chevaliers inspecter les mines immédiatement. Cependant, Zénoph lui dit d'attendre une minute car il serait préférable de déterminer où exactement le nouveau nid du dragon se situera avant de prendre des mesures pour restaurer les mines. Granville est d'accord avec lui, alors il décide de suivre le plan de Zénoph, mais Mii intervient alors et demande si cela signifie qu'il va devoir éliminer tous les monstres dans la région entre la ville et les mines parce que, si c'est le cas, il aimerait bien aider un peu puisqu'il a encore du temps libre et que ça lui donnerait de quoi passer le temps. Cependant, Zénoph le recadre car il pense que c'est trop risqué. Après tout, si le dragon blanc devait revenir pour une raison quelconque pendant la chasse, Mii serait en sérieux danger. Mii comprend son point de vue, alors il accepte de reculer, mais on ne peut pas en dire autant d'Allen car il sait que s'il ne fait pas quelque chose rapidement, après que les chevaliers auront éliminé tous les monstres pour faire place à la mine,
Il perdra son précieux terrain de farm d'XP, alors il prévoit d'en gagner le plus possible avant que cela n'arrive. Dès qu'il en a l'occasion, il se rend au fond de la forêt, et il a récemment atteint le niveau 5 avec sa compétence d'invocation, donc il est impatient de tester ses nouvelles capacités. D'une part, il a récemment débloqué la nouvelle compétence de partage, alors il invoque un faucon et décide de l'essayer. Il active la capacité de partage, et tout à coup, Allen est capable de partager le point de vue du faucon pour se regarder lui-même. Il trouve ça incroyable et demande au faucon de voler dans les airs car il veut voir à quoi ça ressemble. Et alors que celui-ci obéit à son ordre, Allen a droit à une vue de première classe du monde depuis les cieux. Avec une capacité comme celle-ci, Allen pourra effectuer des missions de reconnaissance avec facilité, d'autant plus que la capacité œil d'aigle du faucon peut également être activée pour améliorer la vision. Voyant à quel point le partage de vision fonctionne bien, cela rend Allen curieux de savoir sur combien d'invocations il peut partager ses sens, alors il décide de tester cela aussi. Il invoque 3 faucons supplémentaires et active la compétence de partage sur eux. Donc maintenant il est capable de voir le point de vue des 3 faucons en plus de son propre point de vue. C'est vraiment cool, un peu comme un écran à plusieurs fenêtres, mais Allen veut voir jusqu'où il peut aller, alors il invoque un tigre et active la compétence sur lui aussi. Mais alors qu'il s'apprête à essayer d'en ajouter un autre tigre, une douleur aiguë lui transperce la tête, et il est forcé d'annuler la compétence de partage pour se débarrasser du mal de tête lancinant. Puisqu'avoir 6 points de vue à la fois lui a causé une douleur physique, Allen suppose que 5 doit être sa limite, et il est presque certain que c'est lié à sa statistique d'intelligence. Son intelligence est actuellement juste au-dessus de 1000, donc la compétence de partage doit nécessiter 200 points par point de vue pour éviter d'être submergé. Allen avait initialement prévu de passer du temps à jouer avec toutes ces nouvelles invocations, mais maintenant il est plus intéressé à voir jusqu'où il peut pousser son intelligence, alors il fait appel à l'une de ses nouvelles invocations, un hibou, et utilise le bonus d'intelligence qu'il confère pour élever sa statistique d'intellect à plus de 1200. Maintenant, il est capable d'utiliser 8 points de vue sans problème, et il réalise bientôt que s'il peut voir à distance ce que font ses invocations et leur donner des ordres, alors il peut farmer de l'XP sans avoir à travailler réellement. Pour tester sa théorie, il invoque un tas de ces nouvelles créatures et les fait travailler ensemble pour abattre un groupe de fourmis cuirassées, et effectivement, elles viennent facilement à bout des fourmis. Avec cela, Allen n'aura pas à s'inquiéter de perdre son excuse pour chasser, alors il donne des ordres à ses invocations et leur dit de ne jamais attaquer les aventuriers humains, même si les aventuriers les attaquent en premier, car il préfère ne pas être responsable d'un homicide. Après cela, il se prépare à quitter la forêt, mais juste à ce moment-là, il réalise qu'il y a encore une façon d'appliquer sa vision partagée. Il envoie un de ses oiseaux jusqu'au village de Krina pour prendre des nouvelles de tout le monde, et à travers ses yeux, il peut voir que tout le monde va bien. Krina et les autres s'entraînent, Rodin travaille dans les champs, et sa mère tresse les cheveux de sa petite sœur. C'est un soulagement de revoir leur visage, même si ce n'est qu'à travers l'oiseau, et il prévoit de leur rendre visite en personne éventuellement. Mais pour l'instant, Allen fait déposer une pièce d'or par l'oiseau pour eux avant de partir. 6 mois s'écoulent, et Zénoph et ses chevaliers ont réalisé des progrès constants dans la reprise des mines. Mais malheureusement, Zénoph a informé Granville que cela prendrait beaucoup plus de temps que prévu car, pendant que les mines de Mithril étaient laissées à l'abandon, elles ont été envahies par des monstres. En plus de cela, les villages environnants, qui servaient de raffinerie de Mithril, ont également été envahis par des monstres. Il estime qu'il faudra au moins 3 ans pour reconquérir toutes ces régions. Granville est choqué d'apprendre cela, alors il supplie Zénoph d'essayer de terminer cela dès que possible parce qu'il ne peut pas attendre aussi longtemps. Allen trouve un peu étrange que Granville soit si impatient, mais ensuite il surprend Granville demandant à Zénoph s'il a des informations sur ce que Carnel a fait ces derniers mois. Pour autant que Zénoph le sache, Carnel a tenté de continuer l'exploitation minière même si le dragon était retourné de son côté, et finalement, tout l'équipage minier en a souffert car ils ont été réduits en cendres dès que le dragon les a repérés. Il est peu probable que Carnel puisse poursuivre ses opérations minières dans les conditions actuelles, mais Granville demande à Zénoph de rester très vigilant car on ne sait jamais quelle astuce Carnel pourrait utiliser cette fois. Allen ne comprend pas vraiment de quoi il parle, mais il ne s'en soucie pas particulièrement car, au cours des 6 derniers mois, il a cultivé de l'XP sans arrêt avec ces monstres. Après avoir eu 12 ans, il prévoit d'arrêter d'être serviteur ici et d'aller s'enregistrer comme aventurier. Mais c'est encore dans 2 ans, donc d'ici là, il prévoit de continuer à éliminer autant de monstres que possible avant que les chevaliers ne les éliminent. Dans ce but, dès qu'Allen en a l'occasion, il se rend dans la forêt et localise un village envahi par des gobelins. Normalement, il laisserait le village gobelin intact et les laisserait réapparaître pour pouvoir cultiver de l'XP plus efficacement. Mais il a vu Gobelin Slayer, donc il sait tout sur les choses horribles que les gobelins font ici. S'il ne s'occupe pas de lui-même, ils finiront par blesser plus de gens plus tard. C'est pourquoi il ne va pas se retenir du tout. Il utilise ses invocations d'ours pour bloquer toutes les sorties du village et coincer les gobelins à l'intérieur. Une fois que les gobelins n'ont plus nulle part où fuir, les ours commencent à les massacrer. Peu après, le roi gobelin sort pour combattre,
Et normalement, cela compterait comme un combat de boss, mais Allen et ses invocations sont bien trop surnivelées pour que cela soit même considéré comme un défi. Donc quelques minutes plus tard, tous les gobelins de la zone ont été éliminés. À la fin de tout cela, Allen gagne presque 50 000 XP, et il prévoit de faire le tour pour détruire chaque camp de gobelins dans la région, donc il va gagner beaucoup plus d'XP. Quelque temps plus tard, Mii est diplômé de l'académie, il est donc temps pour lui de revenir et de vivre avec sa famille. Cependant, à la surprise d'Allen, la première chose que fait Mii en descendant de l'aéronef est de lui demander un duel sans restriction. Allen n'a aucune raison de refuser, alors il accepte le duel, et après être rentré à la maison, ils se font face. Allen prévoit de donner tout ce qu'il a, alors il met tous ses bonus de stats dans la vitesse et la force, et dès que le duel commence, il réduit immédiatement la distance avec Mii. Mii est honnêtement choqué par la rapidité d'Allen maintenant comparée à la dernière fois qu'ils se sont battus. Mais malgré les progrès d'Allen, Mii est toujours capable de tenir bon car il a l'avantage en force et en compétence. Allen fait de son mieux pour continuer à se battre, mais rapidement, Mii le désarme avec succès, donc il a encore perdu. Allen accepte la défaite, mais alors qu'il lève la main pour féliciter Mii, Mii passe silencieusement devant lui et se dirige vers Granville. Granville dit qu'il est fier de voir à quel point Mii est devenu fort durant ses années à l'académie, et il dit qu'il est la fierté et la joie de la famille Granville, ce qui rend ce qu'il doit faire d'autant plus déchirant. Mii s'approche alors de Cécile et Thomas et leur dit qu'il a de mauvaises nouvelles. Il dit qu'il doit aller remplir le devoir d'un noble, donc il va être absent pendant un certain temps. Cécile est déçue d'apprendre cela et demande à Mii ce qu'il va faire, mais malheureusement, Mii n'est pas autorisé à partager cette information. Il lui assure qu'il reviendra dans 3 ans, et entendre que Mii va être absent si longtemps rend Cécile encore plus triste car elle avait hâte de passer du temps avec lui. Allen a très peu de contexte sur cette situation. Mais d'après ce qu'il peut comprendre, le devoir d'un noble doit être une tâche horrible que tout noble surdoué est tenu d'accomplir à un certain âge. Un peu comme nous devons tous aller explorer des grottes seuls, sans équipement, un jour, vraiment tragique. Le lendemain, Mii est sur le point de partir pour accomplir son devoir, et après avoir dit au revoir à sa famille, il se dirige vers sa calèche. Alors qu'il s'apprête à monter à l'intérieur, il se penche vers Allen et le supplie de veiller sur Cécile pour lui pendant son absence, et Allen accepte instinctivement. Après cela, Mii part, et Allen est un peu curieux à propos de toute cette histoire de devoir de noble, mais pas suffisamment curieux pour être prêt à fouiner, donc il laisse tomber. 1 an plus tard, Allen a fait des progrès significatifs dans sa quête pour éradiquer tous les camps de gobelins de la forêt, et il décide de passer au camp d'orques. Maintenant, les orques sont peut-être plus forts que les gobelins, mais globalement, ce n'est pas vraiment un défi pour Allen et ses invocations. Ils coordonnent bien leurs actions pour faire face aux attaques des orques, et Allen est vraiment content de la façon dont les choses se passent, mais il aimerait bien qu'il y ait un moyen pour lui de savoir combien de points de vie il reste à ses invocations. Parce que même s'ils peuvent se battre sans se fatiguer, si les dégâts qu'ils subissent dépassent un certain seuil, ils disparaissent simplement sans avertissement. Cependant, dans une situation comme celle-ci, ce n'est pas un énorme problème car Allen pourrait toujours invoquer plus de monstres. La bataille semble bien se passer pour Allen, mais soudainement, il aperçoit un sort se diriger vers lui, alors il se dépêche et demande à ses 2 chevaliers de le protéger. Il bloque avec succès l'attaque, mais Allen se demande toujours d'où la magie a pu venir, alors il regarde en arrière et aperçoit 3 orques brandissant des sceptres magiques. C'est la première fois qu'Allen affronte un adversaire capable d'utiliser la magie, et il doit admettre que c'est vraiment pénible. Ces sorts de boules de feu font beaucoup de dégâts, donc si ces orques continuent d'attaquer, ce n'est qu'une question de temps avant que l'armée d'Allen ne soit décimée. Il ne peut pas laisser faire ça, alors il sort une bille d'acier et la lance droit sur l'un des orques, lui transperçant la tête. Allen est ravi de découvrir qu'il est assez fort pour éliminer ces idiots en un coup, mais avant qu'il ne puisse lancer une 2e bille d'acier, il réalise que les autres orques ont commencé à se cacher derrière les rochers pour éviter d'être anéantis. Donc, ils sont peut-être un peu plus intelligents qu'Allen ne le pensait. Un des mages orques court vers le roi ORC pour l'informer de ce qui se passe, et pendant ce temps, à l'extérieur, toute la puissance de l'armée ORC s'abat sur Allen. Il y en a beaucoup plus qu'Allen ne s'y attendait, mais il a énormément de pierres magiques de rang et en stock après son génocide de gobelins, donc il peut invoquer jusqu'à 20 000 ours s'il le veut, et c'est pourquoi il est sûr qu'il va finir par gagner. Cependant, au moment où Allen reprenait le contrôle de la situation, le roi ORC fait soudainement son apparition. Celui-ci est un monstre de rang B, donc ça va être un défi important pour Allen. Il commence par envoyer 2 ours pour le combattre, mais le roi ORC tranche facilement les 2 d'un seul coup. Allen réalise qu'il a peut-être sous-estimé la puissance d'un monstre de rang B, alors il décide d'essayer d'invoquer quelques ours supplémentaires pour voir s'il peut le submerger. Malheureusement, chaque fois qu'il en invoque plus, ils sont immédiatement éliminés par le roi ORC avant même d'avoir une chance d'attaquer. Allen ne va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment, et pour empirer les choses, il doit toujours faire face aux mages restants. En parlant de ça, l'un des mages lance une boule de feu directement sur Allen,
Et bien qu'ils parviennent à faire bloquer la plupart des dégâts par ses chevaliers, c'est finalement trop pour eux, donc ils disparaissent, laissant Allen subir seul la chaleur extrême. Il est projeté en arrière par une autre attaque des mages, et cela lui coûte une quantité significative de PV. Il se soigne rapidement avec une potion de PV et commence à réfléchir à un moyen de gérer la situation. Mais peu importe combien il y pense, il n'y a littéralement aucun moyen pour ses invocations de vaincre le roi ORC, donc il est complètement à court d'options. Alors qu'il est sur le point d'abandonner et envisage de s'enfuir, Zénoph apparaît soudainement à côté de lui. Il dit qu'il a entendu tout ce vacarme et qu'il est venu dès qu'il a pu pour enquêter. Quand il demande à Allen ce qui se passe, Allen explique qu'il essayait juste d'éliminer ce camp d'orques quand les choses ont un peu dérapé. Allen réalise alors qu'il ne peut pas laisser Zénoph voir ses invocations, alors il les désinvoque toutes. Mais pour être honnête, cela semble probablement encore plus suspect, et il n'a aucune idée de comment il va expliquer ça sans se faire démasquer. Cependant, à sa grande surprise, Zénoph ne le questionne pas du tout au sujet des invocations et dit simplement qu'il va s'occuper du roi ORC. Pendant qu'il fait ça, il dit au vice-capitaine Lebrun de s'occuper des Majorques. Alors que Zénoph se prépare à affronter le roi ORC, le monstre abat lourdement son arme sur lui, mais Zénoph part facilement l'attaque, tout en restant parfaitement calme. Allen est étonné que Zénoph soit capable de gérer des coups d'un adversaire 2 fois plus grand que lui, mais Lebrun lui dit que c'est à peine un échauffement pour Zénoph parce qu'il est connu pour être un costaud. Lebrun se prépare alors à éliminer les Majorques avant qu'ils ne puissent attaquer à nouveau. Après les avoir localisés, il charge sa capacité spéciale et lance une attaque perçante qui laisse l'un d'eux ressemblant à Toji après sa rencontre avec l'élu. Il finit ensuite les autres Majorques ainsi que le reste des soldats orques d'une manière similaire. Pendant ce temps, du côté de Zénoph, il tranche habilement le roi ORC en deux en l'espace de quelques secondes. Plus tard dans la nuit, Allen rejoint Zénoph au camp, et pendant le dîner, Zénoph mentionne que peu de temps après qu'Allen soit devenu serviteur du domaine Granville, il y a eu des rapports faisant état de carcasses de monstres apparaissant partout dans la forêt. Il n'a pas été difficile de réduire le nombre de suspects possibles, et à en juger par les capacités d'Allen, Zénoph suppose qu'il n'est pas dépourvu de talent après tout. Allen réalise que sa couverture est grillée, surtout quand Zénoph lui demande si ces monstres qu'il contrôlait font partie de ses capacités. Il serait inutile pour Allen de le nier maintenant, mais il ne veut pas non plus donner trop d'informations car qui sait dans quel genre de problème il se retrouverait s'il expliquait que le dieu de la création lui a personnellement donné ce talent. Quelque temps plus tard, Allen est de retour au manoir quand un groupe de messagers royaux se présente. La famille se rassemble pour voir ce que les messagers veulent, mais à l'aurore de Granville, ils lui remettent le journal de Mii et lui disent que son fils est mort. Granville n'arrive pas à y croire car cela n'a fait que 6 mois, donc il n'aurait pas été possible pour Mii de mourir si vite à moins qu'il ne l'ait intentionnellement envoyé comme chair à canon parce qu'il était le fils d'une famille noble de barons. Les messagers royaux ignorent complètement Granville et sortent car ils ont d'autres mauvaises nouvelles à annoncer à d'autres familles, laissant tout le monde dans la pièce dévastée, surtout Cécile, qui n'arrive pas à croire que son frère soit vraiment mort. Tout le monde au manoir passe la journée à pleurer Mii parce qu'ils tenaient tous vraiment à lui, et ils pensent qu'il est cruel qu'un jeune de 15 ans ait été forcé de faire face à un destin si dur, mais c'est ainsi que cela a toujours été. De temps en temps, une famille noble doit offrir l'un de ses enfants surdoués pour le service, et la plupart du temps, ils finissent par mourir. Cécile ne peut pas supporter une réalité aussi dure, alors pendant que personne ne regarde, elle sort par sa fenêtre et s'enfuit, ce qui rend tout le manoir fou à sa recherche, et Allen doit la trouver avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Cécile a fait son chemin dans les rues de la ville, et elle a couru si longtemps que ses jambes sont trop fatiguées pour continuer, alors elle s'accroupit et sort le ruban qu'elle a reçu de Mii, refusant toujours de croire que son frère a vraiment disparu. L'un des hiboux d'Allen l'a aperçu, alors quelques instants plus tard, Allen arrive, et en le voyant, Cécile lui demande s'il est là pour la traîner de force à la maison, mais Allen dit qu'il compte simplement attendre ici avec elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Plusieurs minutes passent ainsi, et Cécile se met à crier après Allen pour qu'il la laisse enfin tranquille. Mais à ce moment-là, son estomac commence à gronder parce qu'elle n'a encore rien mangé, alors Allen fouille dans son espace de stockage et en sort un repas improvisé pour elle. Cécile n'a aucune idée d'où il a sorti tout ça, mais elle a trop faim et elle est trop accablée par le chagrin pour s'en soucier pour l'instant, alors elle prend un des fruits et se met à manger. Pendant qu'elle mange, des larmes commencent à couler sur son visage alors qu'elle se souvient des mots que Mii avait écrits dans sa dernière lettre. Il savait qu'il allait être envoyé en mission dangereuse, et il avait le pressentiment qu'il mourrait au cours de cette mission. Alors il était terrifié jusqu'au moment de sa mort. Cécile est terrifiée elle aussi car elle sait qu'elle devra un jour accomplir elle aussi le devoir de la noblesse. Et cela signifie qu'elle connaîtra le même sort que Mii. Allen comprend pourquoi elle est si bouleversée à ce sujet, alors il lui demande simplement si elle veut s'enfuir avec lui. Il dit qu'ils peuvent quitter la ville et voyager ensemble vers toutes sortes d'endroits comme ça elle n'aura pas à accomplir le devoir de la noblesse. Mais elle répond que cela ne marcherait jamais parce qu'elle doit encore aller à l'académie. Allen lui rappelle qu'au fond, l'académie n'est qu'une école, donc elle peut simplement choisir de ne pas y aller si elle ne le souhaite pas, et en entendant dire cela, elle réalise qu'elle a vraiment le choix dans cette affaire, tout comme Mii. Dans la lettre de Mii,
Il parlait de sa peur de mourir, mais il mentionnait aussi le fait qu'il ne le faisait pas par obligation ou pour sa famille, et il a choisi d'accomplir ce devoir pour faire face à sa propre faiblesse, donc quel qu'ait pu être le résultat, il n'avait aucun regret. Après cette prise de conscience, Cécile dit qu'elle est enfin prête à rentrer à la maison, et Allen est content de l'entendre, alors il se lève et se prépare à partir, mais ensuite elle lui dit que ses jambes sont trop fatiguées pour faire tout le chemin à pied, alors elle veut qu'il la porte, ce qui agace légèrement Allen, mais il le fait quand même. Sur le chemin du retour, Cécile remercie Allen pour ses conseils car cela lui a beaucoup fait, et il lui dit que ce n'est pas grand-chose. Ils finissent par rentrer au manoir où les parents de Cécile les attendent nerveusement devant la porte. Ses parents se précipitent immédiatement pour voir si elle va bien, et Granville lui assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le devoir de la noblesse parce que maintenant que leurs mines de mithril ont repris leur activité, il pourra obtenir une exemption pour Cécile en soudoyant la famille royale, donc elle n'aura pas à le faire. Cependant, Cécile les regarde droit dans les yeux et dit qu'elle ne veut pas fuir ses responsabilités, alors elle compte accomplir son devoir de la noblesse le moment venu. Les deux parents sont choqués de l'entendre dire cela, mais ils respectent sa décision, alors ils n'essaient pas de la dissuader. 6 mois passent après cela, et la vie d'Allen dans la maison Granville est revenue à la normale, alors Allen chasse comme d'habitude. Tous les camps d'orques de la région ont été nettoyés, en grande partie grâce à Allen qui s'est occupé de tout le sale boulot, et cela signifie que les opérations d'extraction de mithril peuvent reprendre. Selon Zénoph, il pense qu'il devrait pouvoir tout remettre en route d'ici l'été, ce qui est une bonne nouvelle, mais Granville est toujours assez inquiet de ce que Carnel va faire parce qu'il pourrait décider de réagir violemment maintenant que son camp ne peut plus profiter des mines de mithril, donc il vaut mieux rester sur ses gardes. Maintenant qu'Allen s'est occupé de la plupart des monstres dans la forêt, il fixe son attention sur la montagne elle-même, et apparemment, Cécile lui avait demandé de l'emmener avec lui lors de sa partie de chasse, mais Granville a immédiatement rejeté l'idée. Allen aurait bien aimé avoir un mage à ses côtés pour le soutien, mais il sait que Cécile ne pourrait jamais arriver jusqu'en haut d'une montagne comme celle-ci, donc cela n'aurait pas fonctionné. Après avoir grimpé pendant un moment, Allen tombe sur un nid de fourmis, et d'après ce qu'il sait sur ces monstres, il y a probablement quelques milliers de fourmis dans ce nid avec une reine de rambée qui en donne naissance à encore plus de temps en temps. L'entrée du nid est assez petite, donc une seule fourmi peut sortir à la fois, et Allen sait qu'il serait submergé s'il entrait pour combattre maintenant, alors il décide de créer un goulet d'étranglement pour les fourmis et de réduire leur nombre avant de pénétrer à l'intérieur pour affronter la reine. L'entrée étant maintenant dégagée, Allen invoque quelques hiboux pour qu'ils entrent et explorent l'intérieur du tunnel afin qu'ils puissent trouver la reine, et pendant qu'ils volent dans les tunnels, le grimoire d'Allen crée une carte détaillée de chaque chemin qui s'y trouve. À un moment donné, Allen tombe sur une salle d'incubation des œufs, ce qui est probablement la principale raison pour laquelle il y avait autant de fourmis ici en premier lieu. Et il ne veut pas risquer qu'ils éclosent prématurément, alors il prévoit de revenir plus tard pour s'en occuper après avoir éliminé la reine. Plusieurs heures passent, et le soleil est sur le point de se coucher, mais Allen n'a toujours pas trouvé la reine des fourmis, et il commence à se demander s'il ne devrait pas arrêter là pour aujourd'hui et rentrer chez lui. Mais s'il fait cela, les fourmis soldats auront probablement déjà réapparu quand il reviendra. Il ne veut pas se lancer dans une autre session d'exploitation d'1 mois, alors il décide de poursuivre la chasse ce soir, et sa persévérance finit par payer car l'un de ses hiboux a finalement localisé la reine des fourmis dans l'un des tunnels. Dès qu'Allen reçoit les informations sur l'emplacement de la reine, il arrive avec toute son armée, et la première chose à faire est d'éliminer toutes les fourmis soldats qui protègent la reine avant de s'occuper d'elle. Les fourmis soldats étaient assez faciles à gérer pour les ours d'Allen, mais en ce qui concerne la reine elle-même, les ours sont vaincus en un seul coup. Heureusement, l'abdomen de la reine est complètement exposé, donc chaque ours parvient à infliger une bonne morsure au corps de la reine avant d'être vaincu. Alors Allen continue d'en invoquer davantage, et avec le temps, la reine finit par succomber aux dégâts constants. Allen est soulagé que la bataille soit enfin terminée, mais il est déjà bien trop tard pour qu'il commence à rentrer en ville maintenant, alors il décide de camper dans la caverne pour la nuit et de rentrer le matin, mais juste au moment où il s'apprête à installer le camp, il aperçoit du mithril sur le sol à proximité. Le lendemain, Allen revient au domaine Granville avec la carapace de la reine des fourmis, et il informe tout le monde de ce qu'il a accompli, mais ils ont du mal à croire son histoire. Vaincre des fourmis soldats est une chose, mais même l'ordre des chevaliers ne dispose pas des ressources nécessaires pour défier toute une colonie de fourmis et vaincre une reine. Allen comprend pourquoi ils sont tous sceptiques puisqu'ils n'auraient pas pu le faire sans ses invocations, et le seul ici qui est au courant de ces invocations est Zénoph. Granville demande l'avis de Zénoph à ce sujet, et Zénoph ne peut pas vraiment confirmer si c'est bien une carapace de reine fourmi ou non puisqu'il n'en a jamais vu lui-même. Mais ensuite Allen se souvient du mithril qu'il a trouvé dans la caverne, alors il le sort comme preuve irréfutable qu'il s'est aventuré dans une caverne des montagnes blanches. Voyant cela, la doute de tout le monde se transforme en émerveillement parce qu'il réalise maintenant qu'Allen disait la vérité. Alors Granville lui dit d'entrer parce qu'il veut entendre toute l'histoire en détail. Bien sûr, Allen ne révèle pas la vérité sur ses invocations, mais il explique où il a trouvé la caverne et présente la carte qu'il a créée de l'agencement de celle-ci.
Granville est plus que satisfait des informations fournies par Allen parce que non seulement il a nettoyé la caverne, mais le fait qu'il y ait trouvé du mithril signifie que ce doit être un filon de mithril non découvert. Et comme c'est Allen qui l'a découvert, Granville le récompense avec 30% des droits d'exploitation pour ce filon. Allen ne sait pas vraiment ce que cela signifie, mais Subby lui dit qu'il n'a pas besoin de trop s'en faire. Tout ce qu'il doit savoir, c'est que dans quelques années, il sera très riche, ainsi plus de temps passe, et Allen a maintenant 12 ans. Les opérations d'extraction de mithril ont officiellement commencé, mais les infrastructures pour le nouveau filon d'Allen n'ont pas encore été construites, donc il faudra encore un peu de temps avant qu'il ne commence à être payé. Maintenant qu'il n'a plus besoin de se soucier de l'argent, et qu'il est assez âgé pour s'inscrire en tant qu'aventurier, il envisage de démissionner, mais alors qu'il est plongé dans ses réflexions, il entend soudainement que le messager royal est encore là, et cette fois, Carnel est avec lui pour une raison quelconque. Granville comprend que cela ne va probablement pas bien se terminer, mais il reste poli et demande ce qui amène le messager aujourd'hui. Le messager dit que Carnel a récemment fait valoir qu'il était injuste qu'une région subisse les effets du dragon tandis que l'autre profite des mines de mithril. Alors il a apporté un contrat qui stipule que les deux territoires partageront désormais les ressources des mines de mithril. En termes simples, ce contrat signifie essentiellement que Granville sera obligé de céder la moitié des bénéfices de toute sa région à Carnel pour les 100 prochaines années, et le messager fait pression sur lui pour qu'il signe immédiatement. Mais Granville n'est pas idiot. Alors il dit qu'il va devoir rencontrer le roi pour discuter d'un accord de cette nature avant de signer quoi que ce soit. En entendant cela, le messager se lève, furieux, car il n'en revient pas que Granville ose remettre en question un contrat qu'il a préparé, et il prévient Granville qu'il regrettera cela alors qu'il sort avec Carnel, aussi suffisant que jamais, à ses côtés. On pourrait penser que ce serait la fin de l'histoire, mais on se tromperait car quelques jours à peine plus tard, il y a soudainement une grande agitation dans le manoir Granville parce qu'une bande de mercenaires vient de faire irruption dans la chambre de Cécile pour l'enlever. Allen est le premier à arriver sur place, et il voit les ravisseurs sur le point de partir avec Cécile. Alors il sort son épée de son grimoire et se précipite vers eux. Le grand gaillard bloque l'attaque d'Allen, et il est certain qu'il sera facile de tuer ce gamin pour pouvoir s'en aller. Mais alors Allen met tous ses bonus de statistiques en force, et soudainement, le grand gaillard n'est plus si confiant. Allen aurait probablement pu les vaincre si le combat avait été loyal, mais l'un des ravisseurs sort une pochette de gaz soporifique. Et une fois qu'Allen est touché, il s'évanouit quelques instants plus tard. La prochaine fois qu'il ouvre les yeux, il se retrouve attaché à côté de Cécile, ce qui est un énorme soulagement car cela rend sa tâche beaucoup plus facile. Les ravisseurs ne sont pas au courant de son pouvoir d'invocation, et ils ne peuvent pas non plus voir son grimoire. Alors pendant qu'il regarde de l'autre côté, il invoque 2 oiseaux au plafond pour avoir une bonne vue de la situation. Les ravisseurs sont assis derrière lui, et ils n'ont pas encore remarqué qu'il est réveillé, alors il prévoit de les attaquer par surprise. Cependant, alors qu'il s'apprête à fouiller dans son espace de stockage pour sortir son épée, il réalise qu'il a dû laisser tomber son épée quand il a été capturé, donc les seuls outils à sa disposition pour l'instant sont ses boules de métal et une épée ordinaire. Il n'est pas sûr de pouvoir vaincre ces types tout en protégeant Cécile avec un équipement aussi limité, alors il décide de rester discret pendant un moment et d'explorer d'abord les lieux. Il envoie l'un de ses oiseaux pour explorer la zone, et il découvre bientôt qu'ils sont sur un navire, mais pas n'importe quel navire, c'est un dirigeable magique, et un navire de luxe qui plus est. Il y a un groupe de passagers ordinaires qui dînent dans la salle principale en ce moment, et sur le côté, Allen remarque Carnel et le messager royal riant ensemble autour d'un verre de vin. Le messager royal rappelle à Carnel qu'il a déjà tiré beaucoup de ficelles pour lui, alors il s'attend à être récompensé. Carnel lui dit que s'il parle des droits miniers, il a déjà envoyé une lettre de menace à Granville pour s'assurer qu'il cède les droits, et s'il refuse toujours, alors Carnel prévoit de couper la main de Cécile et de l'utiliser comme une menace plus convaincante. Allen est furieux quand il découvre que Carnel est derrière tout ça, mais dans la pièce où ils sont retenus, Cécile finit par se réveiller, et elle commence immédiatement à paniquer. Les ravisseurs sont agacés par ses mouvements brusques, alors ils prévoient de lui donner quelques coups de pied jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger, mais Allen n'est pas sur le point de les laisser frapper Cécile, alors il décide de passer à l'action. D'abord, il invoque un papillon pour endormir l'un des ravisseurs, et pendant que les autres sont confus et se demandent ce qui vient de se passer, Allen se libère des cordes et se prépare à les éliminer. C'était la fin de l'épisode 11. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.